What's up guys, bienvenue au Podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Et si vous voulez un service vraiment sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Richard, comment ça va? Ça va bien, toi-même. Là, ça fait comme 10 minutes qu'on jase off-mic. Je disais, OK, on commence ça. Fait que, what's up tout le monde? J'étais avec Richard Turgeon aujourd'hui. Richard, un de mes amis coureurs, qui est physio aussi. Je suis ton voisin. Tu es mon voisin au bureau, à côté de l'autre. Ton bureau de physio est juste à côté. Puis, la raison pourquoi je voulais t'avoir au podcast aujourd'hui, bon, là, tu sais, la saison, elle recommence, saison de course, elle commence à être, les premières courses s'en viennent, beau temps arrive, fait que de plus en plus de monde, évidemment, se remettent à la course ou décident de commencer. Puis, moi, en étant, tu sais, quand même actif au niveau de mes courses sur les réseaux sociaux, je vais souvent poster mes courses, tout ça, puis je reçois tout le temps des questions, des « Hey, t'as-tu un coach? Hey, qu'est-ce que tu me conseilles comme ci? » comme... Je trouve ça super le fun, c'est d'échanger avec le monde. Mais ça reste que ça fait 3 ans que je cours. Moi, dans le fond, ça fait 3 ans là, parce que depuis... Quand même, tu as progressé en chien, toi, en 3 ans. Là, ouais, de où est-ce que tu partais, puis où tu es rendu aujourd'hui. Oui, j'ai eu une belle progression. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas avoir peux-tu dire, un pro de la course? Tu as un bon bagage, là, comme... un gars d'expérience. Un gars avec beaucoup d'expérience au niveau de la course et du sport d'endurance. Fait que là, je trouvais ça cool de pouvoir d'avoir le mix de ton expérience de coureur, mais aussi de physio. Parce que c'est souvent ça. Hein, j'ai quand même une bonne partie de ma clientèle qui sont des athlètes, là, course, ski, vélo, etc. Là. Des sportifs d'endurance. Parce que c'est souvent ça, je pense, le défi quand on commence... je suis capable de courir. J'ai joué au soccer quand j'étais jeune. Je suis capable de courir ça, 5-6 km. Là, on part vite. Bang, on a mal aux chevilles, mal aux genoux, mal au... Il y a tout le temps quelque chose. Puis je peux te dire que je suis un très mauvais patient. Je me suis blessé moi-même plein de fois en faisant des choses qui ne sont pas très logiques, que je connais, mais tu sais, j'ai appris par moi-même. Ouais, ben, à la dure des fois. Oui, c'est ça. Souvent, c'est fait ce que je dis et non ce que je fais. Tout à fait. Richard, dans le monde de la course des ultras, tu es un gars, je pense, qui est assez connu. Tu es l'organisateur aussi de la Backyard de Cantley, qui est la première édition l'année passée. Oui, on refait ça en septembre. Je vais être là. Ouais. Mais pour les gens qui ne sont pas nécessairement dans la sphère des ultras, qui ne te connaissent pas, c'est quoi un petit peu ton background comme au niveau du sport, au niveau de la course? Tu fais beaucoup de ski et vélo aussi. J'ai toujours été assez actif là, depuis que je suis tout jeune, là, mais la course, malgré que j'ai fait plein de trucs, beaucoup de plein air, tout ça, la course à pied, ça a toujours été un petit peu la colonne vertébrale là, de ma carrière de sportif, là, qu'on pourrait dire. Puis j'ai couru quelques marathons au fil des années, puis au début des années, peut-être en 2011-2012, je suis allé visiter ma soeur qui vit en Europe, puis je suis allé à Chamonix pendant la semaine de l'UTMB. Je ne savais aucunement c'était quoi l'UTMB. Je ne savais pas c'était quoi la course je ne savais même pas que les courses de trail, ça existait. Puis là, j'ai eu un coup de foudre là, comme solide. Tu fais-tu déjà des ultras dans ce moment, non, le plus long que j'avais couru, c'était un marathon. J'avais fait des voyages en vélo de plusieurs mois. J'ai fait des trucs d'endurance. J'ai fait 2 Ironman. Mais pas plus que ça là, au niveau de la course à pied. Puis vraiment, comme quand je dis un coup de foudre, c'était carrément ça. Là, j'ai capoté. Puis là, je me suis mis à lire ça. J'ai su c'était qui Kylian Jornet. J'ai lu tous ses livres. J'ai commencé à courir en trail. Puis, je sais pas, ça répondait à mes aspirations de coureur. Puis, j'aime beaucoup. Je suis un gars de plein air. J'ai fait beaucoup de cyclotourisme, de randonnée en montagne, de camping d'hiver, beaucoup de ski de fond. J'aime ça être dehors. Fait que la course à pied, ça combinait un peu tout ce que j'aime. C'est encore ça aujourd'hui, d'ailleurs. Puis, fait que ça fait quoi, une dizaine d'années?
Ouais, mon premier ultra, là, c'était le Arikana 65. Là, je pense que c'était en 2013, quelque chose comme ça. J'avais trouvé ça vraiment long, 65. C'est une des premières éditions, parce que ça fait... Ouais. Dans ce temps-là, Arikana, c'est encore ça un peu aujourd'hui, c'est la course là, québécoise, là, probablement qui a eu la plus belle croissance. C'est elle qui a parti le bal. Aujourd'hui, au Québec, on est quand même choyé. Il y a beaucoup d'événements. Puis je me rappelle que j'étais avec un ami d'ici, puis on s'était inscrit à ça. Puis lui aussi, c'était un peu comme moi. Là, il s'appelle Frédéric, là, puis il avait couru 42 km le plus long avant ça. Okay. Puis quand on est arrivé à dépasser la pancarte du 42e kilomètre, c'était je rentre dans une zone inconnue. Ouais, il y avait un petit thrill qui venait avec ça. Là. On était tellement poqués le lendemain. Là. On avait dormi chez un ami à Baie-Saint-Paul, puis il y a bien des escaliers dans la maison, puis on n'était pas capable de monter puis descendre les marches. Puis on était arrêtés en route, en revenant, pour mettre de l'essence, puis on marchait comme des robots dans le stationnement. On était comme super poqués. Puis quand je repense à ça, je me dis, c'est fou comment mon corps s'est adapté depuis ce temps-là. Là, mais c'est ça. Ça a commencé de même. C'est une maladie incurable. Ah, c'est une maladie mentale. Hein? C'est une maladie mentale. C'est très mental. C'est drôle parce que là, on enregistre, on est le 1er mai. Puis hier, j'ai Éric Dehaye, ton ami, mon coach, m'avait mis la semaine des 15 km. Ah ouais, 15 à chaque jour, puis une journée de 30. Là. Ouais, mais là, j'avais skippé vendredi. Fait qu'hier, je me suis dit, je vais faire 45. Ouais. Fait que là, hier, j'ai fait 45 kilos pas en trail sur route. Tu as gardé ça pour ta dernière journée de la semaine? Ben ouais, c'est ça. Un petit dimanche tranquille. Petit piment. Mais, tu sais, un matin, je me lève, je le sens un peu, mais pas plus qu'il faut, tu sais. Puis, mon premier marathon que j'ai fait en 2020, virtuel dans le temps. Écoute, j'avais été busté pendant une semaine. Fait que c'est vrai ce que tu dis, le corps, il s'adapte. Absolument. Il s'adapte vraiment beaucoup. Puis l'UTHC 65, cette année, je t'ai inscrit au 125, qui est le 8-9 septembre. Ouais. Mais là, à cause que la backyard à Cantley, c'est le 23. Ouais. Là, j'ai changé mon billet. On ressort du 125 pour le 65. Mais oui. Parce que là, je dis à Eric, ça a-tu du bon sens de faire le 125 puis 2 semaines après une backyard? Il dit, ouais, pas vraiment. Sauf qu'Eric, il l'a déjà fait, ce genre d'affaires-là. Là, mais, ouais, c'est ça. Mais Eric, faites ce que je dis et non ce que je fais. Pareil comme moi. Ouais, exact. On a plein de bonnes histoires, moi et Eric, ce genre d'affaires-là. Ben là, vous avez fait une coupe de... vous avez fait le Thor ensemble? On a fait le Thor des géants. On a fait l'UTMB ensemble. On a fait le marathon de Boston. Mais il y a une année qu'on était allé à Bear Mountain. Dans le temps, il y a bien des Québécois qui allaient à Bear Mountain, près de la ville de New York. C'est une course qui avait lieu au mois de mai. Puis la semaine d'avant, ou d'après, celle d'avant, il y avait la Black Fly dans le parc de la Gatineau. C'était une course que tu peux faire 3, 6 ou 12 heures sur une boucle. OK. Puis moi, j'étais inscrit à Bear Mountain, puis Eric t'es inscrit à la Black Fly, qui était 2 fins de semaine collées. Puis là, je disais à Eric, viens donc aux États-Unis, puis Eric, viens donc faire la Black Fly. Fait qu'on avait fait un pacte qu'on faisait les deux. Les deux ensemble. Puis on avait fait la Black Fly, puis il avait mouillé là, toute la fin de semaine. On avait des ampoules, des trous dans les talons. Puis là, Annie-Jeanne nous avait comme patché ça, là, puis on avait fait on a fait le 80 la semaine d'après, puis on avait fait 12 heures de trail la semaine d'avant. Là, comme un challenge, quand même. Méchant. Ça avait bien été. Méchant, bon challenge. Ouais, c'est ça. Ben là, il y a c'est-tu les mêmes, ceux qui font l'enduro aussi à Neckertuck en mai? En fait, l'enduro à Neckertuck en mai, ça remplace la Black Fly. C'était organisé par Ray Zehab et ses amis. Il y avait une petite compagnie, puis il y avait 3-4 courses pendant l'été, puis avec la pandémie, ça les a tués. Okay. Ça n'existe plus. Puis Annie, qui organise l'enduro, dans le fond, elle reprend un peu ce créneau-là. Là, dans l'idée de refaire un circuit de course de trail. Parce que dans l'Outaouais, il y avait ces courses-là que Ray organisait. Il y avait les courses de mecs. Fait que, dans l'été, tu avais quand même, puis il y en a chez Mad Trapper aussi, il y avait quand même un calendrier de courses, puis il y a plein d'affaires qui ont tombé pendant la pandémie. Fait que là, on est une petite gang de coureurs qu'on s'est refait un calendrier. Fait qu'Annie, elle organise l'enduro. Okay. Nous autres, on fait la backyard en septembre. On fait une course aussi, là, la TYPC là, à Montagne-Noire, qui est une course qui ne coûte rien, là, qui est un entraînement. On fait ça au début août. C'est quoi TYPC? Faut que tu t'inscrives pour le savoir. Ah, c'est ça, là, tu vas regarder. Non, je le dis, mais on regarde ça entre toi et moi, là, devant le micro. C'est ta gueule puis cours. OK. Fait que on va le biper. Ça va être notre 2e saison. Je fais ça avec Frédéric Ménard, un ami de Destination. Puis on fait une boucle dans le parc le parc des Montagnes Noires à Ripon.
Okay, puis l'idée, c'est un peu copié sur la IPA Fun Run que Jean-Philippe Lebeau fait à Joliette là, avec ses amis. Ouais. C'est un ami à moi aussi. L'idée, c'est que tu amènes 2 bières, il y a une piscine, tu mets tes 2 bières dans la glace au début de la journée, tu vas faire le nombre de tours que tu veux, puis après ça, quand tu finis, tu prends 2 bières de tes amis. Ouais. Mais l'idée, c'est de faire un get-together. Oui. On a commandé de la pizza l'année passée. On a eu... je pense qu'on a eu comme 75 coureurs qui sont venus. Il a fait super chaud, mais une super belle journée. Ça avait été bien le fun. Fait que cette année, on le refait, puis c'est vraiment sur une base volontaire. Là, on fait une page d'inscription, là, mais c'est gratuit. En fait, cette année, on va peut-être charger un petit montant parce que pour avoir accès au parc, là, il y a un frais d'entrée dans le parc des Montagnes. C'est une belle place. Il y a du beau dénivelé à faire. C'est un beau training. Ben, si les dates coordonnent et il y a de la pizza, je vais être là. J'amènerai un kombucha. En fait, je dis la bière, mais il y a aussi d'autres alternatives dans le piscine. Oui, non, c'est ça, exact. Pour ceux qui ne boivent pas. Puis au niveau, ça fait combien de temps tes physio? Ça fait longtemps. Là. Moi, j'ai 57 ans. J'ai gradué en 94. Fait que ça va faire 30 ans l'année prochaine. Oui, quand même. Okay. Ça va vite. Crée-moi, hein? 30 ans de bagage, d'expérience. Oui, c'est ça. Puis, as-tu tout le temps eu une clientèle plus au niveau des sportifs? Ou j'ai fait plein d'affaires. Là. Les premières années, j'ai travaillé un petit peu à l'hôpital, j'ai fait de l'enseignement un petit peu à l'université, j'ai fait de l'ergonomie. J'ai touché un peu à tout, là, mais j'ai toujours... ce que j'aimais faire, c'était de l'orthopédie, puis j'ai en clinique privée, puis j'ai fait pas mal ça. Là. Puis j'ai fait mon cours d'ostéopathe de 2002 à 2010, fait que j'ai rajouté des cordes à mon arc, puis ma clientèle est assez variée, là. Je vois des bébés, je vois des personnes âgées, je vois des coureurs, mais c'est sûr que parce que c'est un peu du bouche à oreille, ma clientèle, là, fait que comme je suis connu dans le milieu des sports d'endurance, ben j'en ai beaucoup dans ma clientèle. C'est quelque chose qui me passionne, sur lequel j'ai pris plein de cours, j'ai lu plein de livres. J'expérimente sur moi-même. Oui, c'est ça, exactement. Ben oui, puis tu viens avec ton patient, ton client, tu vas parler de course aussi, qui est une passion pour toi. C'est quoi la différence entre physio-ostéo? C'est la question. Hein? En fait, je ne peux pas te faire un diagramme sur une feuille, là, mais il y a quand même des choses qui sont partagées entre les deux professions. Là. Je dirais que les ostéopathes, on est formés pour regarder le corps avec un petit peu plus peut-être de recul, voir comment que le corps fonctionne globalement, tandis qu'en physio, on va le voir un petit peu plus de façon segmentaire. Là, mais les deux, c'est des approches des techniques manuelles. Moi, je fais beaucoup d'éducation, je donne beaucoup de devoirs, d'exercices. Je pense que les gens sont capables de s'auto-traiter en autant qu'on les guide comme il faut. Les blessures de course à pied, souvent, il y a des questions de gestion de volume d'entraînement puis d'intensité là, qui viennent toujours un petit peu taxer le corps puis faire apparaître des petits bobos. Là. On veut tout le temps faire plus. Oui. Le corps s'adapte, mais en autant que tu appliques un stress qui est progressif. D'en faire trop tôt, ben, c'est la source de plein de problèmes. Non, c'est ça exactement. Puis je pense que j'ai été victime de ça aussi quand j'ai commencé. Mais j'aimerais ça, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, parce que quand quelqu'un qui va se mettre à la course, soit quelqu'un qui a fait du sport peut-être quand il était plus jeune ou qui va, mettons, moi je faisais de la musculation en salle, je veux dire, ça arrivait des fois, là, je faisais un peu de tapis, mais juste pour dire, là, pour complémenter ma muscu. Mais quand la pandémie est arrivée, j'ai commencé à courir. Je me suis dit, un objectif d'un demi-marathon dans 4-5 mois. Fait que c'est devenu comme mon sport numéro 1 du jour au lendemain. Qu'est-ce qui t'a fait amener à faire de la course à pied, là, pour un gars de gym? Il fallait juste que je bouge. OK. Tu vas faire du cardio. Oui, c'est ça. Fait que j'avais des petits entraînements dans mon salon, là, des push-ups, des pull-ups, des abs. Mais à un moment donné, c'est que... Puis, l'été arrivait aussi, là, je pense que c'était au mois d'avril. Fait que le beau temps arrive. J'étais comme, OK, Puis, mais j'ai vite accroché parce que, comme n'importe quel sport que tu commences, quand tu commences ta courbe de progression au début, c'est fou, là, les premiers mois, tu vois les... C'est cool quand tu le feels que tu t'améliores, c'est hyper motivant, là. Absolument. Puis là, je courais, mettons, un 5-6 kilos, puis là, je voulais tout le temps le faire de plus en plus vite. Là, je me disais, mettons, je courais 3-4 fois semaine, j'avais aucun programme. Je me disais, OK, mettons, mardi, j'ai fait un 5 kilos en 30 minutes. Est-ce que je suis capable de le faire en 29? Puis, on va en parler tantôt, mais évidemment, c'est pas une bonne façon de s'entraîner, de tout le temps vouloir battre son temps. On va parler beaucoup plus de zone 1. Mais quand j'ai commencé, j'avais mal partout. Mal d'un pied, mal d'un cheveu, mal d'un genou, mal d'un hanche. Puis là, tu te demandes, je suis blessé ou c'est juste mon corps qui
Qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Là. Qu'est-ce que tu vois souvent comme un coureur débutant qui va venir te voir? La bandelette? Quel type de... Ça peut être un peu n'importe quoi, mais c'est souvent que les gens commencent à en faire beaucoup. Puis la course à pied particulièrement, c'est un sport qu'on pourrait qualifier de violent dans le sens que c'est l'impact. T'sais. Puis tu pourrais avoir typiquement, là, à ce temps-ci de l'année, là, un gars de ski de fond là, qui est cardio d'enfer, le cœur, les poumons, eux autres, ils ne savent pas que tu es sur un vélo ou sur des skis ou en train de courir. Là. Fait que quand tu arrives au printemps puis tu as fait du ski tout l'hiver, ben, quand tu vas aller courir, tu ne vas pas aller courir mollo 30 minutes. Tu vas faire tu vas vouloir courir 1h30 ou 2. Mais l'impact sur le corps, là, c'est ça qui est très taxant. Puis ça, là, il y a toutes les hits qui apparaissent, là, des tendinites, que ce soit tes bandelettes, que ce soit tes tendons d'Achille, que ce soit ton fascia plantaire. C'est juste une question que ton corps n'est pas adapté. Ouais. Fait que, en général, je te dirais que quelqu'un qui commence à faire de la course à pied et qui ne faisait pas d'autres sports avant, c'est un petit peu plus facile, je pense, l'entraîner puis moins un risque parce que de toute façon, quand même, tu lui dirais d'aller courir 1 heure, il n'est pas capable. Le cardio, ça ne suivra pas. Fait que quand tu disais à une personne comme ça, tu disais, va faire une alternance, 1 minute course, 1 minute marche. Cette personne-là est contente parce que ça lui donne un break de course quand elle marche. Ouais. Tandis que la personne qui est déjà en forme, puis tu lui dis, ben là, il faudrait que tu ailles le avec la course. Mentalement, la personne, elle sent qu'elle pourrait en faire plus, mais c'est son corps qui ne suit pas là, mécaniquement. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme cette semaine, justement, j'avais la semaine des 15, tout va bien. Jeudi après-midi, je commence à avoir mal dans les 2 tendons d'Achille. Mm-hmm. Puis c'est pas... J'ai jamais eu de blessure, là. C'est pas quelque chose que... Là, je dis, OK, vendredi matin, je me lève. Écoute, je mets mes souliers, je suis pas capable. Je me rends au coin, là, puis j'avais de la misère à marcher, là. Les 2 bords? Les 2 bords. Là, je me dis, ben c'est sûr, c'est pas une blessure, sinon ça serait un bord ou l'autre, là, tu sais. Ouais. Fait que là, un peu de pas de longuant, là, mais... Du Voltaren? Non, du naproxène. Non, naproxène, je l'ai pris en pilule. C'est quoi j'avais chez nous? Le Voltaren, c'est comme du naproxène, mais en crème. Ouais, non, c'était... Vitarob. Okay. Ouais, c'est un petit peu comme du... genre... Deep ou quelque chose de même, là. Fait que... Là, finalement, ça passe, pas super. Samedi, je cours, ça passe. Mais c'est comme une blessure qui est arrivée nowhere. Tu sais, j'ai pas... Tu t'es pas enfargé, tu n'as pas eu un coup. Tu peux pas identifier c'est quoi la cause. Là. Puis là, j'essaie de voir, mettons, dans les dernières semaines, le volume que j'avais eu. Tu sais, j'ai fait d'autres sports aussi, un peu de CrossFit. Mais c'est comme toute l'accumulation, puis en donné, bang, ça sort d'un coup. Fait que des fois, ça ne sera pas une blessure parce que tu t'enfarges. Ça va être un overuse qui va sortir de... Ouais. Ben, en général, les blessures, c'est une minorité de blessures que la personne elle se rappelle ou qu'est-ce qui a pu le causer. Il y a eu un impact ou un accident. Ouais. Souvent, c'est plus un truc de friction puis d'usure qui s'installe graduellement. Puis c'est comme tu dis, est-ce qu'ils sont corrects, là, tes tendons d'Achille en ce moment? Sensible, mais c'est correct. Hier, j'ai couru 45. Ça a bien été. Une fois que je t'ai réchauffé, c'était correct. Puis là, j'ai une petite douleur. C'est ça parce que tu es probablement en mode adaptation. Là, tu fais un plus grand volume. Fait que tu sais, si tu as une blessure et as-tu besoin d'arrêter, c'est une grande question. Ça dépend à combien ça fait mal. Ça dépend. Comme, quand le corps est en mode adaptation, c'est sûr qu'il y a des inconforts qui apparaissent. Là. Fait que, quand on parle d'écouter son corps, ben l'écouter, ça veut dire reconnaître certains signes. Puis il y a bien des sortes de signes que ton corps va te donner. Puis en général, c'est vraiment très général. Souvent, c'est pas d'arrêter complètement qui est la meilleure solution. C'est de moduler ce que tu fais. Là. Le moduler, c'est d'en faire un peu moins ou moins intense ou de peut-être partager ça avec du vélo puis la natation. Mais moi, souvent, j'arrête rarement les gens de courir. Là. Je te dirais la seule blessure vraiment qui mérite d'arrêter de courir, c'est une fracture. Là, ça prend du repos. Mais sinon, tout ce qui est musculo-squelettique, tendineux, c'est souvent une question d'adaptation. Puis pour que tes muscles et tes tendons deviennent meilleurs, il faut que tu leur soumettes un stress. C'est là que moduler vient en ligne de compte puis d'apprendre à écouter. Fait que, une règle que je dis souvent au monde, en général, c'est que si la douleur, on prend une échelle de 0 à 10, là, 0 c'est pas de douleur, 10 c'est beaucoup, ben, si tu as 2, 3 sur 10, c'est pas vraiment une lumière rouge qui dit d'arrêter. Fais juste faire attention puis peut-être pas faire de l'intensité ou une progression de volume. Puis si ce 2, 3, 10 là, il dure une heure ou deux après que tu as fait de l'exercice, puis après ça, tu es correct, ben, ça veut dire que ton corps il s'adapte bien. Si tu as 5, 6 sur 10, puis ça te prend 3 jours à t'en remettre, ton corps ne s'adapte pas bien. Là, il faut moduler. T'sais. Encore là, c'est une règle générale, là, mais. Puis, c'est ça, peut-être. Fait qu'un 5-10 sur 10, là, tu vas te dire, ben là, peut-être d'aller consulter, quelqu'un. Faut changer de cas parce que ton corps, clairement, il ne s'adapte pas tant bien. Là.
Parce que c'est ça, souvent, tu sais, j'ai 3 ans d'expérience, t'en as. Ça fait combien de temps que tu cours, là? 30 ans peut-être? Là? Cinquantaine d'années. Ouais, depuis toujours. Puis tu sais, je commence à savoir, OK, tu sais, ça, c'est juste une douleur, ça peut être une blessure, il faut que j'aille le checker. Mais tu sais, quelqu'un qui ne sait pas au début, la bandelette, tu capotes, là, parce que ça fait mal, il faut que j'arrête. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, là, avec l'expérience, tu reconnais comme la même sensation qu'avant, ça aurait fait « Ah, j'ai mal, j'arrête ouais. ». Là, tu peux comme la différencier. C'est ça apprend à s'écouter aussi. Là. Ouais, c'est ça. Puis de savoir, tu sais, où tu peux, qu'est-ce que tu peux pousser, ou OK, là, non, là, il faut que j'arrête, il faudrait que je prenne une couple de jours off, il faudrait que j'aille voir quelqu'un. Puis à toutes les fois que je suis vraiment chanceux, là, je touche du bois, mais j'ai jamais eu de grosse blessure qui m'a comme mis à l'arrêt pendant vraiment longtemps. Là. Une de mes bonnes amies, Émilie, elle vient de sortir d'une blessure de 5 mois. Tu sais, 5 mois, elle, c'est plus CrossFit fonctionnel qu'elle fait. Ouais. 5 mois de rehab, là, d'élastique, puis de gossage, là, puis elle capotait. Tu sais. Ouais. J'ai été bonne en c'est dur mentalement. Vraiment, tu sais. Fait que, tu sais, je touche du bois, j'ai jamais eu de grosses blessures. Tu sais, j'ai été arrêté, mettons, 1 semaine et demie max. Puis Éric, qu'est-ce qui me met? C'est tout le temps, mettons que tu vas recommencer, progresser, fait que 2-3 minutes de course, un peu de marche. Ouais, course. Absolument. Fait que c'est rarement justement de l'arrêt. C'est tough faire ça, puis c'est plate, mais ça marche, tu sais. Ouais. Ben, c'est tough mentalement, surtout. Absolument. C'est bien plus tough mentalement que physiquement. Là. Ah ouais, vraiment. Tout ton corps, il va aller courir dans le bois, là. Ouais, c'est ça. Le rationnel, ça fait, ben non, il faut que tu marches. Ben non, il faut que je marche, puis le total monte. Puis OK, là, il faut que j'arrête, il faut que je marche. Je suis super poche à ça. Moi, je suis quand même pas si pire. Je suis quand même pas si pire pour écouter puis savoir quand arrêter. Une chose aussi que, tu sais, peut-être qui m'aide justement, qui fait que je suis moins blessé, ça va être au niveau de la musculation, tu sais, que j'ai faite puis que je continue à faire. Absolument. C'est-tu un manque que tu vois souvent dans les coureurs que... Puis encore là, personnellement, moi, je suis en une démarche là, de faire de la musculation. J'essaie de trouver... Moi, je te vois sur Strava là, depuis... Ouais, je m'en viens pas pire quand même. Là. J'ai trouvé des trucs qui m'intéressent. C'est sûr que c'est pas mon activité préférée, là, mais définitivement, c'est un plus d'en faire. Là. Surtout en vieillissant, je te dirais. Là, la masse musculaire a diminué à partir de l'âge de, je sais pas, 50 ans ou à peu près. Là. J'en ai déjà pas une grosse masse musculaire en partant. Fait que... Définitivement. Oui, si tu as été dans le sport d'endurance toute ta vie, c'est certain que tu ne bâtis pas nécessairement. Ouais, j'ai pas une génétique là, de gars de CrossFit là, super musclé. Là, non, c'est ça. Et moi, je me disais, j'avais donc peur de mettre, tu sais, la typique shape de coureur, là, quand j'ai commencé à courir. Là. Mais les premiers mois, j'ai tellement perdu de poids. C'est comme mon corps, parce que là, plus de musculation, plus de resto non plus, parce que c'était la pandémie. Fait que tu as perdu du poids de masse musculaire puis du poids du gras, tu veux dire? Ah, j'ai dû perdre 20 livres, mettons, dans le premier comme quelques mois de la pandémie, tu sais. Puis là, je m'entraînais pour... finalement, mon demi-marathon, c'est devenu un full marathon. Fait que là, bon, dans l'entraînement... C'est lequel marathon tu as fait? C'était en fin d'été? Ou ouais, c'était Ottawa. C'est Army Run. OK. Tamarack, c'est au mois de mai. Army Run en septembre. Ouais. Puis je l'ai fait virtuel. Mais ouais, tout ça pour dire que j'avais perdu bien du poids, mais là, après ça, bon, les gyms ouverts. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu suggérais comme mix course-musculation au niveau du nombre de fois par semaine? Ben, je pense dans un plan annuel, là, la musculation, ça a sa place surtout quand c'est pas la période de course. Ouais. Plus peut-être... après la saison de course, tu prends un petit repos, là, puis pendant l'hiver, c'est un bon timing pour faire ça, là. Ouais, c'est pas mal ce que je lis dans la littérature. Tu sais, dans le fond, d'un point de vue entraînement, les éléments spécifiques les plus importants à ta course A, là, ton objectif principal, ben, tu veux les rapprocher de ta course principale. Puis les trucs qui sont le moins spécifiques, la musculation, ça fait partie de ça, ben, tu gardes ça dans plus le off-season ou le début de saison. Là. C'est pas mal ce qui est recommandé puis ce que je lis dans les livres d'entraînement. Là. Mais tu sais, il y a du monde qui en font plus parce qu'ils aiment ça. Là, c'est pas... Ouais, c'est ça, il y en a, ouais. Tu sais, je pense que aussi pour s'améliorer dans quelque chose, puis la musculation, ça fait partie de ça, il faut que tu en fasses plus qu'une fois par semaine. Tu sais. Je pense que 2 à 3, c'est bien. Là. Ouais. Puis là, ben, dans ton plan, tu vas, c'est pas faire, tu sais, Eric, il te donne probablement 2 journées dans la semaine où tu fais de l'intensité, tu sais, tu fais des tempos, tu fais des intervalles, ben, mais pas la muscu ces mêmes jours-là. Là. Tu essaies de répartir ton effort pendant la semaine. Là. Ouais, souvent, je vais avoir le mardi, jeudi, ça va être mes journées plus en intensité, en intervalle.
Puis la muscu, là, lundi, mercredi, vendredi. Avec un peu de... Puis tu sais, toi, tu t'as déjà fait de la muscu sans faire de la course à pied, puis là, ben, tu combines les deux. Tu trouves-tu que un t'aide à l'autre ou le contraire? Si tu fais de la muscu, je sais pas, j'ai perdu énormément de force, là. Donner, c'est quasiment dur sur l'orgueil, là. C'est ça. Habitué de tu benches moins qu'avant, là. Ah, mon Dieu. Le bench, c'est quand même pas super. Au niveau des squats, c'est fou. J'ai vraiment perdu... c'est sûr, là, à force de faire du volume. C'est probablement que si je te faisais faire 100 squats avec une charge moyenne, tu serais super bon. Mais avant, tu étais bon à faire une grosse charge, 5 répétitions. Tu vas avoir moins de puissance, mais tu as plus d'endurance musculaire. Oui, définitivement, je vais avoir plus d'endurance aussi. J'aime la combinaison des deux, mais maintenant, ça va être plus en maintien au niveau de la musculation. Je n'essaie pas de prendre de la masse ou de développer du muscle, c'est plus du maintien et du renforcement aussi. Fait que j'ai des exercices justement avec des élastiques. C'est moins viril, mettons, dans le gym de faire, mais je sais que ça va m'aider, surtout pour mes fesses, mes hanches, mes adducteurs, abducteurs. Surtout, je pense, en course de trail, encore plus que course sur route, où on est challengé par de la montée, faire des sauts, on a à s'adapter, il y a des roches, des racines. Là, il y a un aspect, tu regardes les bons coureurs de trail, en général, ils ont des gabarits un petit peu plus musclés que les bons coureurs de marathon qui pèsent 100 livres mouillés. Oui, c'est vrai, en trail, tu as beaucoup... Tu sais, justement, tes fessiers, hamstrings, tes quads sont beaucoup plus sollicités parce que dans les montées, puis dans les descentes, tu as plus de... Absolument. Il y a une composante peut-être plus importante là, que sa course sur route. Oui. Si tu regardes, on parlait de Mathieu Blanchard tantôt qui a fini le marathon des Sables. C'est costaud, Mathieu, là, pour un coureur de trail. Pour un coureur d'ultra. Pas un once de gras, là, mais quand même une bonne masse musculaire. Il est lean, lui, c'est sa vie. Sa vie, c'est ça aussi. Là. Il est un coureur professionnel. Clairement, il fait ça à temps plein. Là. Exact. Une chose que je néglige, puis sûrement un paquet de tes clients négligent aussi, ça va être les étirements. Ben, tu sais, je te dirais que peut-être, là, mais tu n'as pas besoin non plus d'être hyper souple pour faire de la course. Tu n'as pas besoin de faire la split. Là. Je pense que, tu sais, il y a 30 ans, la philosophie, c'était le plus souple, le mieux. Ce qui est moins vrai aujourd'hui. Puis, tu sais, ça fait du bien de s'étirer, là, pour ceux qui aiment ça. Puis, il faut quand même que tu aies des amplitudes articulaires qui ont du bon sens pour courir, mais courir, ça ne demande pas non plus une grande amplitude articulaire. Fait que c'est pas... je te dirais que la musculation est importante, faire un petit peu d'étirement aussi, là, mais c'est peut-être moins important que ça l'a déjà été là, au niveau des connaissances scientifiques qu'on a là, en ce moment. C'est pas primordial. Puis mobilité... Ben c'est ça, je dis, c'est plus la mobilité. Là, c'est sûr que si tu as une problématique en particulier, puis je sais pas, moi, tu as des psoas super serrés ou des. Oui, il y a des étirements spécifiques à faire, mais de façon générale, comme je te dis, mettons, il y a 20 ans, 30 ans, avant une séance d'entraînement, n'importe quoi, les gens ils faisaient des étirements. Aujourd'hui, on sait que faire des étirements, ça n'aide pas vraiment, là, à moins que tu aies une blessure spécifique ou bien que tu t'en vas faire. Une gymnaste, puis tu vas faire la poutre, tu vas faire la split. Mais sinon, tu risques plus de te blesser en fait en faisant des étirements pré-entraînement là, parce que tu as besoin des chevilles stables quand tu cours en trail. Tu n'as pas besoin des chevilles super flexibles. Oui, c'est vrai parce que s'ils sont trop molles, tu pognes une roche puis ça peut... Oui, exactement. Tu as besoin d'une combinaison de tout ça. Là, mais puis la souplesse, la mobilité est importante, mais ce n'est pas l'élément clé que tu vas chercher à développer au maximum. Oui. Mais c'est vrai que puis ça, j'ai lu quelques trucs là-dessus, j'ai entendu écouter des fois le podcast ou peu importe, que, tu sais, justement, moi, je jouais au soccer quand j'étais jeune, c'est quand on s'étire avant d'embarquer sur le terrain, mais des étirements statiques. Fait que, tu sais, mettons, tu es assis à terre, tu penches tu amènes ton bris vers ta cuisse. Là, c'est ça, c'est ça, exact. Mais au lieu de faire ça, de faire des étirements plus mobiles, fait que, tu sais, mettons... balistique, là, dynamique. Là. C'est ça, exact, dynamique de faire, tu sais, pour te réchauffer, pour pas commencer à courir comme ça. C'est pour ça, en fait, au lieu de parler des étirements avant, ils vont parler d'un échauffement. Puis un échauffement, le but, c'est d'activer ta fréquence cardiaque graduellement, de réchauffer ta température corporelle. En réchauffant ta température corporelle, tu vas être aussi un peu plus élastique pour te préparer à faire un effort. Tu sais. Dans un ultramarathon, c'est pas pire parce que c'est tellement long que, anyway, les premiers kilomètres, tu vas t'échauffer graduellement. Là. Oui, c'est ça. Puis tu n'es pas à une vitesse de c'est juste de commencer graduellement ton effort. Tu sais. Oui.
Mais pour quelqu'un, mettons, qui va aller courir un 30 minutes, là, parce que des fois, tu le sais, ça peut prendre à peu près ça. Là. Tu vas en trail, c'est un 20-30 minutes. Des fois, ça peut prendre 1 heure avant de vraiment pogner ton beat. Là, mais quelqu'un qui va aller courir 30 minutes, 45 minutes, peut-être faire un peu de mobilité avant de... Oui, puis tu sais, commencer à jogginer tranquillement, puis faire un peu d'étirement balistique. Puis, tu sais, c'est ça, j'allais dire 30 minutes. Je trouve qu'en vieillissant, ça, c'est une des affaires, mais on dirait que ça me prend à peu près ça 30 minutes avant de sentir que, hop, là, je suis comme dans ma zone, là, puis physiologiquement, là, ça va bien. Mais les premiers 30 minutes, là, le temps que mes systèmes énergétiques se mettent en place puis que tout roule, là, c'était moins de même, je pense, plus jeune. Là, en vieillissant, ça prend un petit peu plus de temps. Oui. Moi, j'ai un bon 15-20 minutes là, avant de comme, vraiment me dégourdir puis bien sentir mes jambes. Mais, mettons, un bon 45 minutes là, avant d'être comme, vraiment dans ma zone, dans ma tête. Exactement, tu sens que c'est fluide, puis que tu es efficace, puis que tu peux pousser la machine. Là. Parce que si je fais mes intervalles, disons, là, c'est 1 heure d'intervalle. Puis tu sais un peu, Eric, comment ses entraînements sont structurés. La semaine, c'est jamais plus qu'1 heure, 1 heure et 10. Fait que, mettons, 1 km zone 1, 1 km à 4,30. Ben, mon premier kilomètre à 4,30, là, il est rough. Il est plus tough que le troisième. C'est ça, là, après ça, t'es réchauffé. Puis, comment tu t'entraînes, toi? T'as-tu un coach? C'est-tu toi qui te fais tes propres programmes? En fait, Eric, il m'a déjà coaché, pour faire une histoire courte, il y a une année que moi, lui puis Benoît Letourneau, on s'était inscrits à l'UTMB. Okay. On avait 60% de chance d'être pigés chacun. On avait les points qu'il fallait. Puis Ben et Eric... Pour ceux qui ne savent pas, l'UTMB, c'est que tu mets ton nom dans le chapeau, puis là, il pige... Ouais, il faut accumuler des points. Puis un coup que tu as les points, là, tu peux avoir ton nom dans le chapeau. Ouais. À cette époque-là, c'était en 2016, Ben et Eric ont été pigés, puis pas moi. Puis moi, je ne suis pas un gars jaloux dans la vie en général, mais je ne l'ai pas pris, ça. Ah non, j'étais pas content. Je me rappelle, la pige avait lieu à midi, heure de Paris. Là. Fait que, je me suis levé de bonne heure pour regarder les résultats. Puis les athlètes, tu peux aller par pays. Puis c'est par ordre alphabétique. Fait que DE, je vois qu'il va. J'étais content pour lui. Là, je descends. Les tourneaux. Ben, il va, ça, c'est le fun. Turgeon, non. Ben là, Chris, c'est pas juste. Ah non, je te le dis, j'étais comme pas content. J'étais vraiment frustré au bout. Là, on est allé prendre une bière, les trois, puis je dis, les gars, vous me faites chier, là. C'est pas juste que vous y allez. Puis là, dans des courses comme ça, ils ont des dossards solidaires. Fait que à l'UTMB, il y a 50 dossards solidaires. Les dossards solidaires, ça veut dire que tu acceptes de faire une levée de fonds pour un organisme humanitaire, là, puis eux autres, ils en ont une vingtaine qui sont associés à eux. Puis si fallait ramasser 2000 € pour une des associations, puis en échange de ça, ils te faisaient une place. Fait que là, les gars, ils me disaient, Richard, tu devrais comme appliquer pour un dossard solidaire, mais il faut quand même que tu ramasses 2000 €. Là. 2000 €, c'est plus que 3000 $. Puis c'est pour une association qui est en France. Là, c'est pas quelque chose au Québec, au Canada. Fait que j'avais comme décidé de ne pas faire ça, mais cette année-là, c'était mon anniversaire de 50 ans. Puis ma blonde, dans mon dos à moi, elle a acheté le dossard solidaire pour moi. Elle a fait les démarches pour ça. Puis à ma fête de 50 ans, il y avait bien du monde. Puis c'était au relais plein air. Puis moi, je ne savais pas là, que j'allais à l'UTMB, là, mais Ben et Eric, ils le savaient. Puis là, ma blonde, elle m'a donné un T-shirt avec un dossard UTMB dessus. Puis c'était mon cadeau de fête. Puis là, je capotais là, parce que moi, l'UTMB, c'était... Tu sais, je t'ai raconté que j'étais allé à Chamonix. J'avais un coup de foudre pour ça. Fait que, puis tout le monde qui était à ma fête, ils ont mis de l'argent dans un chapeau pour on a ramassé l'argent, tu sais. Comme ça. Wow. J'étais allé à l'UTMB. Fait que c'était vraiment un des plus beaux cadeaux que j'ai eu de ma vie. Là. En fait, de 50 ans en plus, comme un âge. Exactement. Fait que j'étais allé avec Ben et Eric, puis on avait fait l'UTMB ensemble cette année-là. Là. Wow. Mais tu sais, pour dire qu'Éric, il m'avait dit au début, Eric, il m'avait dit si tu viens à l'UTMB, je te donne en cadeau l'entraînement pour aller à l'UTMB. Fait qu'il m'avait entraîné cet été-là. Okay. Puis Eric, il fait faire beaucoup d'intensité. Puis tout ça, ça m'avait sorti de ma zone de confort, mais ça avait été payant. Ça avait bien été. Puis après ça, parce qu'avant ça, je me suis toujours entraîné moi-même. J'ai un bac en activité physique, puis tu sais, je fais plein de lectures là-dessus. Là. Je ne suis pas un expert, là, mais j'en connais assez. Puis après ça, j'ai eu des petites blessures, fait que c'était plus facile de le gérer par moi-même là, au fil des années. Fait que je me suis, après ça, auto-entraîné. Tu sais, il y a bien des athlètes ou même des coachs qui disent je suis capable de me faire mon propre programme tout seul, je connais ça. Mais as-tu vu une différence quand toi, tu avais un coach, quand Eric t'entraînait? Ce qui est le fun là, quand c'est pas toi qui t'entraîne, c'est que c'est pas toi qui décide. Puis ça, là, ça t'enlève un poids de ses épaules. Puis
quand c'est toi qui t'entraînes, c'est plus facile. C'est trop tentant de dire cette semaine. J'en fais plus, j'en fais moins. J'en fais moins, puis de le fignoler, de l'ajuster. Tandis que quand tu as un entraîneur, ben tu regardes au début de ta semaine, puis là, boum, tu as ça dans le plan d'entraînement. Fait que j'avais aimé ça, puis Eric était vraiment bon. On se parlait souvent, fait que il s'ajustait aussi, là, comme il le fait avec tout. Il s'ajuste en fonction, des fois, si tu es malade, tu as une grosse semaine à job, ou tu as des événements, à un moment donné, il faut que tu modules un peu ton programme. Là. Mais fait que j'avais beaucoup aimé ça, en fait, me faire entraîner par Eric. Là, mais c'était plus des raisons pratico-pratiques qui fait que je me suis entraîné par moi-même pas mal depuis ce temps-là. Mais Eric utilisait, puis j'utilise probablement encore la plateforme Training Peaks. Ouais. Fait que après ça, je me suis ouvert un compte sur Training. Je trouvais que c'était franchement un bon outil aussi pour aider à planifier les entraînements puis à faire des microcycles, des macrocycles. Là. Fait qu'il existe aussi des outils technologiques qui permettent de... Dans Training Peaks, en fait, si tu mets ton objectif puis combien de semaines que tu as, il va un peu t'improviser quelque chose avec ton volume des au moins cycles, par semaine. Ouais. Mais là, mettons, as-tu une course A cette année? As-tu un objectif? Ben, cette année, l'année passée, j'ai fait le Tour des glaciers. Là, fait que ça, c'était tu l'as complété? Objectif. Je l'ai complété. Tour des glaciers, 300, non? C'est 450 km avec 33 000 mètres de dénivelé. 33 000 mètres de dénivelé. C'est un gros morceau. Mais en 2019, on a fait le Tour des géants. Justement, Eric était là, entre autres. Là. Puis, pour faire le Tour des glaciers, il faut que tu aies déjà fait le Tour des géants en moins de 130 heures. Fait qu'en faisant... Moi, ça m'avait pris 107 heures. Fait que j'étais comme préqualifié pour le Tour des glaciers. Après ça, il y a eu la pandémie, je ne suis pas allé. Fait que cette année, j'ai un 100 000 que je fais, que je t'inscris au mois de septembre en Arizona. Mais je le fais parce que ça me donne de le faire, mais j'ai besoin d'une qualification pour le Hard Rock. Le Hard Rock 100, c'est la course qui est en haut de ma liste en ce moment. C'est très difficile d'y avoir accès parce qu'ils prennent juste 150 coureurs par année. Puis sur 150 coureurs, ils en prennent seulement 50 nouveaux. Les autres, c'est des gens qui l'ont déjà fait. Okay. Fait que 50 nouveaux coureurs, quand on est 2000 à appliquer, c'est un petit bassin. Fait que c'est les chances. La première année que j'ai appliqué avec un ticket, j'avais, je pense, 0,4 ou 0,5 de chance d'être pigé. Puis à chaque année que tu requalifies puis tu reparticipes, ton nombre de tickets double. Fait que tu as un ticket, la deuxième fois, tu as 2. Après ça, tu as 4, 8, 16, 32, etc. Fait que, mais il faut que tu te qualifies. Là. Fait que je m'en vais faire cette course en Arizona qui est une course qualificative pour Hard Rock. Puis Hard Rock, en plus, il y a une année que ça n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Fait que tout le monde qui avait été pigé pour cette année-là, ils ont été déplacés l'année d'après. Puis l'année avant la pandémie, il y avait trop de neige, ils l'ont annulé. Fait qu'il y a eu 2 années que c'était annulé. La Hard Rock, c'est au Colorado. La course qualificative que je fais est en Arizona, mais celle au Colorado. La particularité de la Hard Rock, c'est que c'est une course qui est à peu près l'équivalent du UTMB. C'est 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé. Tu es en altitude. L'altitude moyenne de la course, je pense qu'il y a 2800. Là. Fait que tu es clairement... Le Handy's Peak, qui est le sommet du parcours, est à 14 ou 15 000 pieds. Là. Fait que tu es à pas loin de 4 000 mètres. Là. Comme Leadville, un peu. Là. Exactement. En fait, c'est pas tellement loin géographiquement de Leadville. C'est grosse. Tu as déjà fait la Western State? J'ai fait la Western State en 2010. Ça, c'est une autre course que j'ai été... J'ai été chanceux, j'ai été pigé avec 2 tickets. J'avais comme 4 de chance, puis j'ai été pigé. C'est comme c'est-tu le 100 000 pas mal le plus mythique? C'est la Western State, c'est la première course de 100 000 au monde. Ça a commencé en 1974. C'était une course de chevaux. Il y a un film que Salomon a fait là-dessus qui est excellent. C'était une course de chevaux, puis il y a une année qu'il y a un gars que son cheval était malade, il a décidé de le faire à pied. Il s'appelle Gordon Ainsley. Il a parti de mode qui est devenu notre passion à notre gang. Là. Puis, c'est ça. Fait que elle a le lieu. Elle aussi, là, c'est difficile de rentrer parce qu'ils prennent. Il y a 367 coureurs par année qui la font. Puis sur 367, il y en a 100 que c'est un peu des élites. Tu as les 10 premiers hommes, 10 premières femmes de l'année précédente. Après ça, il y a des golden tickets dans des courses. Mais tu as comme 100 coureurs élites, en gros. Là, puis tu as 260 qui appliquent avec un ticket comme moi, j'ai réussi à rentrer. Là. Hey, c'est pas beaucoup. Là. C'est des courses contingentées en maudit. C'est très contingenté, c'est ça. Le marathon d'Ottawa, tu as 3000 personnes pendant la fin de semaine? Je pense que juste le marathon, tu as 2-3 000. Puis pendant toute la fin de semaine, tu as comme 15 000 coureurs. Là, si tu comptes le demi-marathon, le 10 km, le 5.
Fait que la Western ouais, States, 367, c'est pas beaucoup, mais c'est une course hyper relevée au niveau élite parce qu'ils ont un processus pour ça. Puis c'est une vieille course. Fait qu'il y a toute une tradition là-bas, puis c'est une course incroyable. Il fait super chaud. Le challenge, la Western States, c'est de courir à 40 c'est pas la Badwater, mais il a fait 41 degrés l'année que je suis allé. Là. Ouais. Mais c'est quand même un parcours qui est roulant, moins technique. C'est pas technique du tout. C'est descendant. Tu as 6000 mètres de montée, mais tu as 7500 mètres de descente. Fait que ça part à Lake Tahoe. Puis au début, tu montes la station de ski. Fait que tu as comme peut-être un 800-900 mètres de montée au début. Puis après ça descend, monte. Mais dans le milieu de la journée, quand il fait super chaud, tu as 4-5 canyons à traverser, qu'il n'y a pas d'air, puis il fait comme vraiment chaud. Tu es dans un four. T'sais. Fait que moi, je ne suis pas très bon à chaleur. Fait que c'était mon challenge, c'était de m'adapter à ça. Là, j'ai fait de l'acclimatation en sauna puis des trucs de même. En fait, ça a vraiment bien été ma Western States. C'est une course, c'est une course mythique. Fait que là, tu vas là, puis il y a plein de légendes de la trail qui sont là. C'est très cool. Tous les gros noms. Tout ce qui entoure la course. Aussi. À l'UTMB aussi. Mais l'UTMB, c'est tellement gros. L'UTMB, c'est le Super Bowl. Tu sais. Ouais. La Western State, c'est beaucoup plus petit. C'est ça, je m'en dis la Coupe Stanley. C'est la Coupe Stanley au Super Bowl. Là, c'est gros, l'UTMB. Puis toute la semaine, parce qu'il y a plusieurs courses dans l'UTMB, tu as l'UTMB de 180 km, mais tu as la CCC qui est 100 km, la TDS qui en est 130, puis tu as 5 courses de même. Puis ça dure une semaine, puis c'est Chamonix est rempli de monde à craquer. Là. Il y a beaucoup de monde. Là. L'engouement, il est gros. Là. On dit-tu Chamonix ou Chamonix? Grand Prix ou Grand Prix? Astérie ou Astérix? Exactement. On a les mêmes références. Ouais, écoute. UTMB, c'est sûr que si ça serait comme une course que peut-être un jour, là, je mets ça loin dans ma tête, mais peut-être. Écoute, il y a des. L'UTMB, le parcours est incroyable, là, mais tu pourrais aller le faire, dans le fond. Moi, je l'avais déjà fait en randonnée pédestre avec ma famille, avec ma blonde puis les enfants, puis on l'a fait en 6 jours. Tu sais. Tu peux le faire n'importe quand. C'est un parcours d'exception, là, clairement. Là. Le faire dans le cadre de la course, c'est l'ambiance qui est cool, mais il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Tu sais, si tu n'aimes pas les grosses affaires commerciales, c'est peut-être pas la place. Ouais, c'est très commercial quand même comme course. C'est très. Puis là, c'est là encore plus que c'est l'été que quand je l'ai fait. Ça a été acheté par le groupe qui appartient, qui est propriétaire des Ironman. Fait que là, ils ont amené ça à un niveau un peu too much. Là. Hein, ça fait pas l'unanimité, exactement. Tandis que des courses américaines, comme mettons la Western States, c'est plus. L'ambiance est plus personnalisée, c'est plus grassroots, c'est vraiment culturellement le trail aux États-Unis, c'est une autre affaire qu'en Europe. En Europe, c'est très gros le trail. Ouais. Ils ont gardé ça plus... Plus à hauteur d'homme, je te dirais. Là. Fait que moi, j'aime bien ça aussi aux États-Unis. Les deux sont le fun, là, mais pour des raisons différentes. C'est comme vraiment une ambiance différente. Puis on a des méchantes belles courses au Québec. Absolument. Au Québec, on a des belles régions. La Gaspésie, là, Charlevoix. Ça, je vais aller faire un petit voyage, là, genre un week-end chat. Gaspésie, c'est un peu loin, mais vraiment comme pas pour une course, mais juste aller là-bas puis explorer un peu. Là, ça, c'est... Puis tu sais, l'année passée, tu es allé dans les Adirondacks, là, sans te parler. Ouais. Pas loin d'ici. En janvier cette année, en fait. C'est vrai, tu es allé, toi. Oui, je me rappelle, tu étais en hiver. Tu sais, les Adirondacks, c'est un terrain de jeu. Là. Il y a des courses à Whiteface pendant l'été, il y en a au moins une. Okay. Mais tu sais, c'est une région incroyable à découvrir. Les montagnes blanches aussi. Là. Bon, là, on n'est pas au Québec, mais on est en périphérie. C'est Mont-Washington, puis exactement. Tout ça, mais qui est quand même à 4 heures peut-être, 4 heures d'ici. Il y a vraiment des trucs de montagne à faire, le fun. Là. La majorité du monde qui nous écoute, par exemple, ils ne sont pas nécessairement dans les ultras. Mais tu sais, quelqu'un qui n'a jamais couru, qui se donne un objectif d'un demi-marathon ou un 10 km, absolument, ça peut être un été de... Puis en fait, il y a des courses de trail, là, il y en a plein. Il y en a une en fin de semaine à Edelweiss, là, la course que les 3 sports organisent. Il y a un 5, un 10, un 15 km, puis c'est de la trail. Là, c'est le... C'est pas Coureur des Bois, c'est le... ça s'appelle... c'est un groupe qui s'appelle les 3 sports. Là. C'est des jeunes qui font du triathlon. Mais c'est quoi le nom de cette course-là? C'est poche, je m'en vais là, justement, en fin de semaine. La Trail des Collines. Le Trail des Collines, exactement. Ça s'appelle le Trail des Collines. C'est des courses de trail. Eux autres aussi, ils font partie là, du mais nouveau... c'est une bonne loupe, là, ça, le 5 kg, il est assez... il a l'air assez de... Non, la montagne n'est pas immense, mais il y a du challenge au bout. Là. Ouais.
Fait que, tu sais, ça, c'est une des courses, c'est leur deuxième édition, puis il y a un engouement. Là, la course est peut-être pleine alors qu'on se parle. Là. Ben, il y a pas, tu sais, là, c'est le fun, il commence à avoir plus d'options en Outaouais, avec la backyard, avec ça, puis avec... la Enduro à Nakurtuk. Enduro, oui. Qui est la première année, je pense, cette année. Oui, exactement. Ouais. Fait que, au moins, c'est le fun, on commence à avoir... je pense que dans l'Outaouais, il y a quand même, on a un environnement super propice à ça, avec le parc de la Gatineau, on a des espaces c'est compliqué d'y aller avec le parc, je pense, pour organiser. Avec le parc, tu peux jamais avoir les sentiers exclusivement à toi, là, tandis qu'à Nakurtuk, tu peux faire ça, ou nous autres, au domaine Kanawha, ce qu'on organise la backyard, c'est un domaine privé. C'est un domaine privé. Ouais. Après ça, dans le parc, tu ne peux pas faire des événements de nuit aussi, là, parce que ça dérange la faune. Fait qu'il y a des règles un peu comme ça, là, t'sais. Mais dans l'Outaouais, il y a une grosse communauté de monde qui font du trail. Fait que tu sais qu'il n'y ait pas de course ici, ça n'a pas de bon sens. Là. Bon, on était sur un comité, exactement. On a participé à une discussion avec la gang de la Gatineau-Lepette, là, exactement. Il y a des discussions là, peut-être en cours pour des courses de trail. Il y a clairement ici un potentiel d'avoir un circuit de course de trail. Là. Puis on a le parc pour. Là. On n'a pas le dénivelé de Charlevoix ou Québec ou quoi que ce soit. Mais il faut juste monter et descendre la même courbe plusieurs fois. C'est ça. Il y a moins de faire quelque chose. À Fortune, là, quand il y avait la Blackfly là-bas puis la Firefly, il y en avait deux. On pouvait faire tu peux faire un 2-3 mètres de dénivelé à l'heure. Il faut juste choisir si t'es bonne pente, là, mais tu peux juste pas monter pendant longtemps, mais tu peux monter du à pic, du moins pentu, du technique. Il y avait de tout, là, clairement. Ah non, on est choyé. Ouais. Ça serait quoi, tu penses, quelqu'un, là, mettons un coureur débutant qui veut se fixer un objectif pour cet été, là, ou septembre, octobre, là, c'est quoi qui est réaliste, puis on s'entend que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, mais... Ouais. En termes de distance, tu veux dire? Ouais. Là, parce que des fois, on dirait que je le vois plus dans l'Ironman, mais je me dis, je veux faire un Ironman. Quelqu'un qui m'a posé la question, 3 mois, c'est-tu assez de me préparer pour un Ironman? Ça dépend c'est quoi ton background, parce qu'un Ironman, ça change la game. C'est beaucoup trop. C'est pas beaucoup 3 mois. Là. Ouais, c'est ça. Ça dépend si ça dépend de ce que tu faisais avant. Tu faisais quoi avant? Si tu as fait un demi-Ironman l'année d'avant, c'est sûr que c'est un autre game. Là. Mais tu vois, moi, quand j'ai commencé jour 1, je me suis dit, c'était au mois d'avril, fait que mai, juin, juillet, août. Je m'étais donné 4 mois pour faire un demi. Puis, tu sais, finalement, avec l'entraînement, j'ai dit, je pourrais le faire. Je me sens, là, je suis en jambe pour le faire, le demi. Fait que finalement, j'ai changé pour un marathon. Puis, il y a du monde qui m'a dit, c'est beaucoup un marathon première année. Je sais pas. Qu'est-ce qui est réaliste comme. Je pense que ça varie beaucoup, comme tu dis, là, de la personne comme telle, puis c'est quoi son background. Puis le temps, peut-être qu'elle peut mettre dans son Je pense que aussi courir en trail versus sa route, c'est pas tout à fait le même type d'effort, puis c'est peut-être plus facile à prendre pour le corps que de courir sur une trail. Là. Tu vas courir aussi à différentes intensités, tu vas peut-être marcher des bouts, fait que c'est plus facile. En trail, tu veux dire. En trail que courir sur la trail, c'est moins dur que l'asphalte. Ouais. Mais je pense que c'est une question qui est à géométrie variable, dépendamment de la personne, là, clairement. Là. Ouais. Mais tu sais, je pense de viser une course qui va durer, je ne sais pas, 2 heures à la fin de l'été pour quelqu'un qui commence, je pense que ça a du bon sens. Là. C'est réaliste. Puis ça dépend aussi de... Écoute, je dis ça, c'est tellement aléatoire. Là. Ouais. Ben, parce que c'est ça, des fois, puis je trouve ça cool, tu sais, je veux dire, je suis zéro coach de course, hein, mais justement, à cause que je poste mes affaires, puis j'en parle, parce que c'est une passion, tu sais, là, le monde, il résonne, il connecte avec ça, puis il vient de m'écrire en privé, tu sais. Puis là, j'essaie de donner des guidelines. Des guidelines de ce que moi j'ai vécu, mais tu sais, je sais que je suis peut-être un peu plus excessif, mettons, dans ma vie. Tu sais, moi, je vais dire, OK, c'est quoi la course? T'sais, mettons, l'UTHC première année, je sais quoi la plus longue, 125. Bon, je ne l'ai pas fini, j'aurais dû être plus conservateur. Ouais, c'est ça. Mais je sais que c'est pas tout le monde. Je pense que l'important, il ne faut pas avoir peur de. Ça ne marche pas comme. Tu sais, dans le fond, un objectif, un plan, c'est bon, mais le chemin pour te rendre, il risque d'être pas exactement le même chemin que tu as planifié au début. Là. C'est rare que ton chemin est une ligne droite vers ton objectif. Ouais. L'important, c'est de trouver des manières d'avoir du fun à travers ça puis de te respecter. Là. Mais moi aussi, j'ai tendance à être peut-être plus excessif puis d'en faire plus que pas assez. Là. Mais il y a des gens qui le tolèrent mieux que d'autres aussi. Là. Ça dépend. Là. Mais il ne faut pas avoir peur de. À un moment donné, des bobos qui apparaissent, tout ça, de changer de sport puis de varier. Je pense que la variété change beaucoup. La variété, d'un point de vue santé générale, c'est très bon. Là. T'es mieux de faire.
mettons, du ski de fond l'hiver, puis un petit peu de vélo, puis de faire de la musculation, puis de varier les stress sur ton corps. Je pense que c'est plus facile que de faire toujours la même chose. Je pense que c'est plus sain. Fait que déjà, la course de trail, c'est plus varié que faire de la course de route. Là. Fait que parce que ton pace varie tout le temps. Tu montes, tu descends. Exactement. De la racine, de la roche. Tu fais un grand pas, un petit pas. L'analogie que je... Là, encore là, au micro, ça paraît moins. Mais tu sais, si c'est que mon doigt, je te tape sa main, là, toujours à la même place, là, ben, dans 2 minutes, ça va faire mal où ce que je tape parce que je tape toujours à la même place. Puis courir sur la route, c'est un petit peu ça. Tu risques d'avoir une cadence assez similaire, une même longueur de pas, un impact le même au niveau du pied, puis tes points de tension sont toujours les mêmes. Puis courir en trail, c'est comme si avec mon doigt, je tape sur ta main puis je change de place à chaque fois parce que des fois, tu vas sauter par-dessus une roche, tu vas éviter une bûche, tu vas monter une côte en marchant puis tu vas courir, tu vas accélérer dans une descente ou un faux plat. Ça va être plus varié. Fait que là, le stress est réparti un petit peu différemment sur ton corps. Fait que c'est plus santé, c'est plus sain, c'est plus facile à absorber pour le corps. Là. Ah, c'est définitivement... L'impact est moins... parce que souvent aussi, ton sol, ben, ça va être de la terre. Des fois, c'est de la boîte, des fois, c'est de la terre, des fois, c'est des roches. Ça varie, absolument. C'est ça. Fait que tu vas être toujours en mode adaptation. Fait que c'est plus difficile, c'est plus exigeant. Tu vas brûler plus de calories par kilomètre, mais tu vas le stress sur ton corps va être absorbé un peu plus facilement, je pense. Oui, définitivement. Puis qu'on a tellement des belles routes ici. Aller faire un 5-6 kilos au lieu d'aller sur tu peux aller courir ça à 1 dans le parc, là, c'est quasiment comme courir sur la route. T'sais. Mais si tu vas, je sais pas moi, dans les... ça dépend. Là, les premiers 3 kilos, ils montent en esti. Là. Avant d'arriver à Skyline, tu as comme 200 tu montes la Pingouin, là, ouais, tu as 200 mètres de dénivelé, pas loin. Sur là. 3 kilos à peu près. Mais tu sais, mettons, courir ça à 1 ou aller courir ça à Skyline, tu sais. C'est pas toute la même affaire. La Skyline, c'est un single track, tu sais. Puis tu as des bouts techniques, là. Fait que tu peux varier ton entraînement en faisant ça. Là, ça fait un petit bout que je n'ai pas été en trail parce que, ben là... Faut que tu te rendes là-bas, là. Ben moi, je suis juste... je suis à côté, là. Je peux rentrer dans le parc, je pense à 2 km à peu près de chez nous. Okay. Mais là, bon, il y a eu de la boîte, là, tu sais, au mois de mars, avril, quand ça fond, là, c'est comme pas le temps d'aller dans un trail. Puis après ça, j'avais des entraînements plus spécifiques de vitesse, fait que... Tu as fait ça à la route? Oui, parce que faire des intervalles en trail... C'est plus difficile de mesurer l'effort en trail aussi. Ça, c'est une des difficultés pour les entraîneurs, c'est de mesurer, de quantifier l'effort. Ouais. Courir sur une piste ou sur la route, sur le plat, c'est pas mal plus mesurable. Ben, tu peux pas dire, mettons, 1 kilomètre à telle vitesse, 1 kilomètre à telle vitesse, parce que tu sais pas si ton kilomètre vite, tu arrives d'une côte en montant, tu peux pas courir à 4,30. Là. Absolument. Il faut que tu utilises un peu une échelle analogue. Là, on va faire un effort de 8 sur 10. Ouais. C'est pas tant quantifiable, mais c'est quasiment l'affaire la plus fiable pour un coureur de trail. Il existe des petits bidules, là, des sensors pour mesurer le wattage, mais encore là, ça reste un algorithme. Oui. Là, ben justement, ça m'amène je veux qu'on ait la conversation par rapport aux zones d'entraînement. Là, on entend tout ça, puis souvent, je me fais poser la question justement avec ces gens-là qui je discute comment je fais pour connaître mes zones, puis c'est quoi mes zones, puisqu'on entend zone 1, zone 2. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement tout le monde qui veut investir dans une montre en commençant, puisque, tu sais, des montres, tu le sais, tu en as à 200-300$. Ça peut dépenser bien de l'argent. Ça peut aller d'un 1000 et plus, là, si on pense à certains modèles. Mais mettons quelqu'un qui aurait pas de montre, tu sais... Courtney Dauwalter, qui est la meilleure coureuse de trail au monde, elle a une Timex. Pour vrai, elle a... Ah ouais. Puis elle court avec des shorts de basket. Puis elle a zéro. Tu as déjà rencontré Courtney? Ben, je l'ai déjà vu dans des courses. Là. Tu l'as jamais rencontré? Jamais rencontré personnellement. Je pense qu'Éric avait couru avec. Il l'a vu à Backyard chez Laz. Oui, il a couru avec. C'est ça. Ouais. Elle avait même félicité sur un post Instagram, je pense. Ah ouais, hein? Ouais. Très cool. Elle a l'air tellement terre à terre, là, Courtney, tellement humble puis genre easy going. Là. Comme je l'ai croisée souvent, là, quand j'ai fait la Western States, elle avait gagné. Je l'ai vu à l'UTMB, tout ça, là, mais ce fille-là, c'est un phénomène. Là, on s'entend, mais ça, c'est ça. Il y en a une dans le monde. L'équivalente, mettons, de Kylian du côté féminin. Mais c'est une fille qui s'entraîne, là, qui a une montre Timex avec pas d'entraîneur, puis elle va au feeling. T'sais. Elle mange la pizza, les veilles. Elle mange des bonbons, elle est forte sur le sucre, la pizza, les tacos. Ouais. Mais ça pour dire que quelqu'un qui commence, qui n'a pas nécessairement la montre qui va. Mon GPS qui va te donner ta vitesse, ta rythme cardiaque et tout ça. Là. Moi, je le dis, l'importance de la zone 1, parce que souvent, c'est ça, on va aller plus vite, puis je me sens mal, j'ai le goût d'aller plus vite, mais en réalité, la zone 1, c'est là que tu vas avoir le plus de progrès.
courir lentement pour courir plus vite. Tu as sûrement déjà entendu ça aussi. Classique. Comment quelqu'un fait, c'est quoi la zone 1 pour quelqu'un qui ne sait pas... tu es capable de jaser avec ton ami pendant que tu cours. Tu es probablement en zone 1. Si tu n'es plus capable de jaser, tu n'es plus en zone 1. Ouais. Ça a l'air simple de même, là, mais c'est pas mal ça. Là. C'est sûr que l'outil que beaucoup de monde utilise, c'est la fréquence cardiaque, mais encore là, ça, c'est... La fréquence cardiaque, c'est un outil. C'est pas parfait parce que le temps que ta fréquence monte puis qu'elle redescende, des fois, ton effort est fini, mais ta fréquence est encore élevée alors que des fois, tu es en train de monter ton effort puis la fréquence elle reste basse. Là. Mais au feeling, souvent, si tu es capable de parler, tu es en zone 1. C'est un bon, je pense que c'est un bon référentiel. Là. Puis, ou si tu es tout seul de chanter quand tu écoutes ta musique. Peut-être. C'est ça. Mais aussi, ça peut dépendre des jours. Tu sais, moi, j'ai à peu près, sûrement toi aussi, peut-être un 20 secondes d'écart. Tu sais, ma zone 1, ça va être entre 5,35 à peu près, puis 5,55. Ça route. Ça route. Oui, c'est ça, parce qu'en trail, c'est pas ça. Mais ça dépend des jours. Il y a des journées, je regarde, j'étais à 5,50, puis mon battement, il est haut. Aujourd'hui, je suis un peu plus fatigué, fait que je vais ralentir un peu. Oui, c'est un bon indicateur. Ou bien les HRV, je ne sais pas si tu mesures ça des fois. Là. C'est quoi ça? Le HRV, c'est quand tu es au repos, là, puis mettons ton cœur bat à 60, là, HRV, ça veut dire Heart Rate Variation. OK, c'est les variations cardiaques. Tu sais, si tu as 60 battements par minute, tu n'as pas une seconde dans chaque battement. Des fois, tu as 0,9 secondes, des fois, tu as 1,1. Ça varie. Ouais. Puis ça se mesure, cette variation-là. Puis c'est un bon... En tout cas, pour moi, là, puis Eric aussi, devant nous, on mesurait ça souvent, c'était un super indicateur de si j'étais reposé ou non. Fait que quand je faisais des plans d'entraînement, là, puis j'étais dans ma zone, ma grosse semaine, là, mon HRV, là, il baissait. T'sais, plus il était élevé, plus tu es reposé, plus il est bas, plus il est bas. Plus il est bas, plus tu es fatigué. Mettons, tu as une grippe, tu ne files pas, là, HRV descendait. Je me faisais mon taper avant une course, mon HRV montait au bout. Vraiment, pour moi, là, mais pour d'autres mondes, c'est un assez bon indicateur. C'est pas un indicateur de pendant que tu fais ton entraînement, mais de façon générale. Plus pour ta récupération. Ouais. Il y a des montres bien fancy qui le mesurent, mais tu as des applications sur ton téléphone qui vont te le mesurer aussi. Sur ton téléphone? Oui. Fait que quoi, tu vas prendre ton rythme cardiaque, mettons, avec ton doigt, là, comme sur ta caméra de ton iPhone? Ça, ou des fois, tu peux, c'est une ceinture thoracique là, qui le mesure, là, mais ça peut être ça. Là, mais, parce que je remarque sur la montre, j'ai eu la ceinture thoracique pendant... j'ai utilisé, je pense, une saison, là, un été, quand je m'entraînais pour un marathon, parce que je voulais vraiment être précis. Puis c'est vrai que c'est beaucoup plus précis que les montres. Que quand ça le mesure au poignet. Oui. Oui, absolument. Oui, définitivement. La technologie du poignet... Mais tu sais, moi aussi, je trouve ça. Mais là, j'ai une nouvelle montre. J'ai une montre Coros, puis elle est un petit peu plus petite. Puis on dirait qu'elle épouse mieux la forme de mon poignet. Elle est plus tête? Comme elle est plus serrée? Je pense que c'est... Tu sais, avant ça, j'avais la Sunto 9 qui était plus grosse. Puis moi, j'ai des petits poignets. Puis on dirait que, tu sais, pour que ça mesure, il faut que la lumière soit collée sur ta peau. Hein. Puis on dirait que la mesure, la mesure que j'avais de mon graphique de fréquence cardiaque, c'était n'importe quoi. Là. Ouais. Puis là, avec la Coros, quand je regarde mon graphique puis mon effort, c'est beaucoup plus représentatif. Parce que je pense qu'elle est plus petite puis elle épouse mieux la forme de mon poignet. C'est ça, parce que c'est des petites lumières en dessous de ta montre là, qu'il faut qu'ils soient collées. Exactement. Ce que ça mesure, en fait, c'est la variation de la couleur de ta peau. Parce que quand ton cœur, il pompe, quand il envoie la pression, ta peau, elle vient un peu plus foncée. Puis quand il est entre deux battements, la peau, elle vient plus pâle. C'est le foncé pâle, foncé pâle. Ouais. C'est ça qu'elle détecte avec la lumière. Tiens, c'est vrai que tu me dis ça parce que je me suis commandé une bague Oura. Là, je devrais l'avoir. Je pense que je l'ai reçue là, chez nous en ce moment. Tu le kit avec les anneaux pour tester? Oui, pour tester. Fait que là, je l'ai testé. Puis là, je pense qu'il est arrivé. J'ai reçu un courriel tantôt. Puis il y a un de mes chums qui m'a dit en fin de semaine, il dit fais attention avec tes tatous parce que ça se peut que ça. Puis là, je pensais qu'il me niaisait. Ah ben non. C'était des taches. Un tatou, c'était une tache, un grain de beauté. Quelque chose. Ça change la. Fait que ça se pourrait que ma montre, elle me donne pas la bonne. Mais tout ton doigt, là, le sensor, il est à l'intérieur du doigt. Oui, pour mon doigt, je vais être correct parce que j'ai pas de tatou à l'intérieur du poignet, doigt. Mon poignet, oui. Ben, sont-ils bonnes tes mesures? Je pense que oui. OK. Je pense que oui. Ce que tu peux faire, des fois, tu prends ton téléphone, là, puis le lecteur de fréquence cardiaque sur ton téléphone avec le bout de ton doigt, puis compare avec ta montre. Ouais, au repos, il n'y a pas de... Je suis à peu près à 45, là, 47. Ça a du bon. Ça ne bouge pas. Mais dans l'effort, je me dis... Mais dans l'effort aussi, c'est que ta montre, elle peut bouger sur ta peau, si tu transpires ou non. Mais ça se pourrait que ça aurait pu affecter à cause de
à cause des tatous. Ah ouais, hein? Absolument. Ah oui. Ou du poil. Moi, j'ai des poils sur les bras. Là. Ça aussi, ça va affecter. C'est pour ça que c'est bien plus pratique au poignet que la ceinture thoracique, mais c'est moins précis. Mais il existe une autre affaire là, que j'ai des amis qui ont ça. C'est un brassard que tu mets ici au niveau du biceps, triceps. Okay. Puis c'est le même sensor qu'au poignet, mais sur un bras, ça va bouger moins. Puis c'est parce que le bras il est plus gros. Ouais. Puis puis il n'y a pas. À moins que tu aies un tatou sur l'épaule, là, mais ça se connecte Bluetooth à ta montre. Ça ils vont utiliser pour courir ou pas à la journée longue. Oui, mais ça pour courir, pour s'entraîner. Ouais, j'ai encore le chest strap. Mais le chest strap, moi, c'est un peu gossant aussi. Puis des fois, c'est que tu veux tout le temps l'arranger. Ouais. Sur les longs ultras, ça me faisait comme mal au ventre, la petite pression sur l'estomac. Ouais. C'est juste en bas du sternum, là, puis j'aimais pas ça. Puis là, si tu as ta veste en plus, là, fait que, ça peut venir gossant. Ouais. Mais, OK. Fait que ça, c'est intéressant. Et les tatous, fait que ceux qui ont des tatous, confirmez que écoute, je ne veux pas dire de niaiserie, mais je suis pas mal sûr qu'effectivement, le tatou, ça va changer la lecture parce que tu as une coloration dans la peau qui n'est pas... il m'a dit ça en fin de semaine. Moi, je pensais qu'il me niaisait. Il me niaise tout le temps. Fait que je sais pas, j'ai répondu une niaiserie. Puis non, il dit, je suis bien sérieux. Là. Il dit, ça peut affecter. Puis c'est pour ça que la bague, il faut qu'elle soit vraiment de la bonne grandeur. Ouais, là, parce qu'elle que soit vraiment si elle est lousse sur ton doigt, la petite lumière, il faut qu'elle soit collée sur ta peau pour être capable de... Puis elle mesure aussi ton taux d'oxygénation. Je pense la respiration. C'est beaucoup pour la récupération aussi. Oui, mais elle va mesurer ton HRV aussi. Ouais. Puis le Oura, là, une des affaires qui est vraiment cool, c'est l'application, ce que tu vois, les résultats, là, ce que tu peux lire, c'est vraiment bien fait. Comme j'ai un peu gossé avec ça. Ouais. Parce que les deux outils technologiques, là, ce qui se compare, c'est la bague Oura ou le Whoop Band. Ouais. Le Whoop Band, ça fait la même affaire, mais c'est au poignet plutôt qu'être au doigt. Là. Ça peut être moins achalant. Parce qu'une bague à un doigt, il y en a qui trouvent ça achalant. Là. Tu vois, il m'a envoyé ça en plastique là, pour le tester. Tu le portes 2-3 jours pour voir. Ouais, fait que je l'ai porté toute la fin de semaine. Puis là, c'est ça, ils disent de vraiment que tu sois confortable avec. Ouais. Puis pas que ça soit snug, mais confortable. Que ça rentre bien, là, que c'est tight, mais faut pas qu'il bouge. Ouais. Mais il ne faut pas que. Puis là, vous ne verrez pas ceux qui n'écoutent pas à la caméra, là, mais tu sais, mettons qu'il est ici. Faut pas que. Comme il ne faut pas que ta jointure elle soit plus grosse que le bas de ton doigt. Puis, ça se peut-tu qu'ils disent de le mettre plus à l'index? Il me semble qu'ils privilégient un des doigts. Pouce, index ou majeur. OK. C'est les en ordre, là, 1, 2, 3. Ben, ouais. Je sais que un de mes gars, il y en a une. Charles McDonald, il y en a une aussi. C'est lui qui m'avait envoyé son mot de passe, puis j'avais regardé les graphiques, puis tout ça, c'est comme la plateforme est vraiment pour l'accessibilité aux données. Là. C'est sûr que, tu sais, quelqu'un... sommeil aussi, tes patterns de sommeil, ça, c'est vraiment un outil intéressant, là. Parce que si je me fie à ma Garmin, mon sommeil, Eric, il va me chicaner, là, Eric est en clinique du sommeil, mais ça dit tout le temps que mon sommeil est passable ou médiocre. Mais pourtant, il dit le mot médiocre en plus, je suis comme, fuck, je suis médiocre en sommeil. J'ai coulé mon examen de sommeil. C'est ça. Mais tu sais, pourtant, la majorité du temps, je suis pas un gars qui se réveille d'ennui. Moi, je touche mon oreiller, je tombe endormi. Mais là, on dirait que mon sommeil est pas assez réparateur. OK. Écoute, c'est intéressant, tu verras avec la bague, parce que justement, j'ai parlé à Eric il n'y a pas longtemps parce que ma blonde a des troubles de sommeil, puis là, on regardait les différentes options. Puis tu sais, l'affaire du Oura et du Whoop Band, c'est que tu payes après ça à chaque mois pour avoir accès aux données. C'est $7 par mois, ouais. Le Whoop Band, il coûte pas cher. Tu sais, le Oura, c'est que la bague, elle coûte genre $300 là, ou quelque chose de même. Il y a différents modèles. C'est 500 Canadiens, entre 500 à 600, 700 Canadiens à peu près. Tu sais, la bague coûte cher, mais l'abonnement coûte pas cher. Le Whoop Band, il te le donne quasiment, mais l'abonnement coûte cher au mois. Ouais. Mais si tu achètes une montre, la montre, elle coûte beaucoup plus cher, mais après ça, la montre, tu l'as pour ta vie, là, en tout cas pour plusieurs années. Puis là, je demandais à Eric, justement, si tu compares, mettons, la top montre Garmin, juste pour les paramètres de sommeil là, versus l'Oura. Puis Eric me dit, la montre, ça fait un aussi bon job. Pas vrai, c'est hein? ce qu'il m'a dit. Ah, crème, j'aurais dû y parler, j'aurais sauvé 500$ puis 6$ par mois. Mais j'ai hâte de voir justement la différence. Mais tu vas pouvoir comparer entre ce que ta Garmin te dit puis ton Oura Ring. Tu m'en donneras des nouvelles, je serais bien curieux de savoir. Dans un mois.
Fait que ça, c'est ça. C'est des outils, qui sont là, mais quand on commence... tu sais, quand j'ai commencé à courir, tout le monde, c'est le fun, c'est la course, tu prends tes espadres, tu pars courir, ça coûte pas cher. C'est fou, ça coûte pas cher au début. Là. Mais écoute, après, ça peut coûter, ça monte vite. Là. T'es-tu abonné à la page de Les Genoux dans le GIF sur Facebook? Tu t'abonneras à leur page, c'est de l'humour de trail. Ah, GIF comme GIF, là, les GIFs. Ouais. Fait que c'est toutes des jokes. C'est vraiment bon. Puis une des jokes qui revient souvent, c'est la course à pied, c'est un sport de minimaliste. Tu as juste besoin d'une paire de coups. Puis à la limite, tu pourrais même courir nu pied. Ouais. Tout le monde a des pôles en carbone, des vestes d'hydratation, des bouteilles, des montres, des crampons. Tu nomme-les. Il y a plein de bébés. Ah, c'est ça. Puis l'an donné, tu t'es équipé. On s'entend que c'est loin d'être tout nécessaire, ces affaires-là, mais non, c'est comme n'importe quoi. Il y a un marché pour ça. Ben oui. Il y a plein de bidules. Là. On va essayer ça, on va optimiser ça. Une affaire, par exemple, que c'est vraiment pas à négliger, puis tu peux peut-être confirmer, c'est des bas, des bons bas. Ouais. C'était tendance à faire des ampoules, là. Ouais. Absolument. Des bas qui vont respirer. Puis il y a une bonne paire de souliers aussi. Mm-hmm. Parce que souvent, c'est ça. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'avais des souliers de gym Nike. Maintenant, j'ai d'autres Nike aussi, mais qui n'étaient pas nécessairement faits pour la le course. Sport de trail, ouais. Exact. Ben, en fait, au début, j'ai commencé sur la route. Puis écoute, là, j'avais mal, j'avais des ampoules. J'ai commencé plus sur la route. Fait que comment choisir ces bons souliers? As-tu un petit truc à donner? Le critère numéro 1, confort. Parce que, tu sais, dépendamment, as-tu un pied étroit, as-tu un pied large? Il y a des marques de chaussures qui vont faire des modèles, mettons, le même modèle, ils vont faire étroit, large, là, mais la plupart des chaussures sont quand même assez étroites en avant, puis un pied, quand tu regardes comment c'est fait, c'est pas mal plus large en avant qu'en arrière. Ouais. Mettons que les chaussures on parle pas de course à pied, des chaussures générales, des chaussures de mode, c'est dans une boutique de chaussures, ça respecte pas pantoute la forme du pied, c'est ridicule. Vraiment, regarde des souliers chics, ils sont pointus en avant, regarde ton pied, il est large en avant. C'est ça. Fait que tu veux un soulier qui épouse la forme de ton pied, fait que dépendamment de ton pied puis mon pied, c'est pas nécessairement les mêmes chaussures qui vont faire l'affaire. Fait que le confort, ça, c'est l'affaire numéro 1. Après ça, si tu cours dans de la boîte, tu vas avoir des crampons, tu vas avoir... Si tu es quelqu'un qui courait avec des souliers avec bien du drop, tu aurais peut-être avantage à diminuer, mais passe pas de 12 mm de drop à 0, tu risques de te blesser probablement parce que tu n'es juste pas adapté. Ouais. La drop, ça va être entre ton talon puis la pointe de ton pied, la différence d'auteur. Le devant puis l'arrière. Parce que plus que ta drop est haute, plus que tu vas avoir ton soulier va être agressif. Tu vas être jacké un peu. Ouais. Fait que le derrière va être jacké, mais c'est ça, faut... Fait que c'est toutes des affaires que tu sais. Souvent, en fait, ce que tu es mieux de faire, si c'est une chaussure que tu aimes puis tu veux changer de modèle, achète-les un petit peu avant puis fais une transition. Fais une journée que tu es vieux, une journée que tu es nouveau, puis tranquillement, adapte-toi. Mais définitivement, le critère numéro 1, le confort. Fait que là, ça devrait pas être le style, le look. Moi, j'ai trouvé super ces chaussures-là, sont bleues, j'aime le bleu. Mais souvent, c'est ça, on va les commander en ligne. Hey, ils ont l'air super. Puis là, finalement, ils arrivent, ils sont confortables, mais c'est sûr c'est confortable quand tu le portes là chez vous, mais tu sais, cours 10, 15, 20 kilos avec dans la semaine, en donné, OK, là, lui, il est peut-être pas... Le poids de la chaussure aussi peut faire une différence. Là, plus léger, T'as-tu déjà vu le film sur la vie de Steve Préfontaine, là, qui est un espoir olympique américain, là, qui était une icône de la course à pied aux États-Unis? Non, il est mort d'un accident d'auto des années 70. Lui, il courait à l'université en Californie. En tout cas, il courait il y avait une bourse universitaire pour courir là, aux États-Unis. C'était un Américain, le gars. Puis le coach à l'époque, c'était Bill Bowerman, légende de course à pied. Puis Bill Bowerman, lui, il fabriquait les souliers spécifiquement pour ses athlètes. Fait que dans le film, c'est romancé un peu, mais c'était ça pareil. Okay. Tu rentrais dans son bureau, tu embarquais nu-pied sur une feuille, puis là, il dessinait la forme de ton pied. Puis après ça, il fabriquait la chaussure. Puis les chaussures Nike, là, ça a commencé avec lui. Là. Lui et son partner, Phil Knight, qui ont fondé la compagnie Nike. Mais ils ont commencé en faisant des chaussures sur mesure, puis ils faisaient la semelle des chaussures avec une gaufrière. Ils mettaient du caoutchouc dans une gaufrière, fait que ça faisait des crampons carrés. Là. Puis ils mettaient ça en dessous des chaussures. Puis lui, c'était un maniaque du poids, parce que ce qu'il disait, c'est que si, mettons, ta chaussure, elle a, je sais pas moi, 1 gramme de trop, au bout du pied, au bout d'un long bras de levier comme la jambe, ça change la game. Là. Fait qu'il faisait des souliers sur mesure. Puis Nike, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Là, mais
C'est de même que ça a commencé. Avec un gaufrier. Avec un gaufrier. J'avais déjà entendu ça, puis dans le film, c'est comme ça qu'il raconte. C'est quoi le nom du film? Il y a 2 films sur la vie de Steve Préfontaine. Il y en a un, c'est Prey. C'est pas celui-là, c'est l'autre, mais je pense To the Limit. Okay. Quelque chose comme ça. C'est vraiment un bon film. À googler. Ouais. Puis lui, en fait, Steve Préfontaine, il est allé aux Olympiques à Munich. Après ça, je pense qu'il était supposé aller à Montréal, puis il est mort d'un accident de voiture là, l'été avant, genre. Il est mort avant de piquer là, dans sa carrière d'athlète. Là, mais c'était un gars hyper talentueux, puis c'était un gars, il était tout le temps, il était zéro stratégie, il était tout le temps dans le tapis. Lui, qui faisait une course, là, comme Jim Wamsley, ça passe sur sa casse. C'était exactement la même philosophie que Jim Wamsley. T'sais. Pas de stratégie à se dire, dans un, tu sais, il courait là, des 1500, des 5000, c'était un peloton, là, de te mettre dans le milieu du peloton, de faire couper le vent. Lui, c'était comme en avant. C'est comme en avant ou je suis pas là. Ça passe sur sa casse. Soit que je suis premier ou soit que j'éclate. Jim Wamsley, c'est exactement l'histoire de sa carrière. Là. Ouais, lui, soit qu'il fait un record de parcours ou qu'il DNF. Il se plante. Ouais. C'était quoi? C'était à Western State, justement. T'as-tu vu cette vidéo-là où est-ce qu'il s'est trompé de la sortie du parcours? L'année que j'étais à la Western State, c'est lui qui a gagné. Il a fait le record de parcours. Mais l'année d'avant, il s'était trompé de parcours. Puis à la fin, là, il menait la course, là, puis il restait 20 kilos, il restait un petit peu plus que ça, mais il a pris un mauvais tournant. Puis ça a pris du temps avant qu'il s'en rende compte. Sur le bord de l'autoroute, tu le vois vraiment dans la vidéo. Ouais, c'est heartbreaking parce que... C'est pathétique. Ouais. Mais tu sais... Ouais, si vous voulez écouter un bon documentaire, la gang, là, c'est Western State, Jim Wamsley sur YouTube. Tape ça sur YouTube, tu vas voir plein de... Ouais. Puis un petit gilet Beden, il y a les pires. Il y avait un gilet comme Scott Jurek, qui a gagné cette fois la Western States en ligne, il avait coupé plein de trous dedans pour se ventiler. Ouais. Dans Jim Wamsley, il y a une année qui s'est trompé. Après ça, l'année d'après, il a explosé à chaleur. Okay. Puis après ça, il a battu le record du parcours. Fait que il a rebattu le parcours. Je pense qu'il l'a battu 2 fois. OK. C'est quand même un coureur assez. Puis là, il s'est toujours planté à l'UTMB. Hein. Mais depuis l'année passée, il vit en France. Là. Il s'entraîne. L'année passée, il a fini, il était 4e? Oui, il a fini. Le premier, c'était Kylian. Le deuxième, c'était Mathieu. Il a fini. Non, il a fait. Il ne s'est pas planté à l'UTMB. Il a fait des bonnes mais performances, mais il n'a jamais gagné. C'est ça, il va là pour gagner. Il a l'idée souvent, puis à un moment donné, il a explosé. Ouais. Mais là, il vit en France. Puis là, l'autre affaire, c'est qu'il faisait tout un combo Western State, UTMB, qui sont des courses très, très différentes. Ouais. Une, ici, de la chaleur. La Western State, qui n'est pas technique. L'UTMB, c'est pas super technique, mais ça l'est quand même plus. Il y a significativement plus de dénivelé. Il y a de l'altitude un peu, puis il n'y a pas de chaleur, même qui peut neiger. Là. Fait que il s'est entraîné pour ces 2 courses-là qui sont assez loin de l'autre dans la même saison. C'est tout un challenge, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mathieu Blanchard, cette année, il fait les 2. Marianne Hogan, l'année passée, 3e à Western States, 2e à l'UTMB. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable d'avoir performé de même dans 2 courses qui sont quand même loin en termes de type de course. Puis qui sont, c'est ça, rapprochés dans le calendrier. Mais Jim Wamsley, depuis l'UTMB l'année passée, il vit en France. Il vit pas loin de chez François Dayen. Okay. Inscris-toi, abonne-toi à son Strava. Il a fait du skimo pendant pas mal tout l'hiver, puis là, il court dans les Ardèches, puis pas dans les Ardèches, en tout cas, il est dans les Alpes. Ouais. Fait que, tu sais, c'est peut-être son année cette année à l'UTMB. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il décide de s'entraîner là pour être vraiment... Parce qu'il n'y a jamais aucun Américain qui a gagné l'UTMB chez les hommes. Là. Okay. Tout le monde qui sont allés ont comme sous-performé, mais souvent, ce qui est mis en cause, c'est qu'ils ne s'entraînent pas dans des conditions qui sont comme les mêmes que la course. Fait que je pense que lui, il fait le pari de rester là-bas, s'entraîner dans des conditions similaires avec des gars des Alpes, puis développer la sensibilité particulière qu'il y a à ce type de course-là. Oui, mais c'est ça, juste l'altitude. Là. C'est un gros C'est pas de la grosse altitude, mais c'est quand même 2600 mètres, là, le sommet de l'UTMB. Il y a quand même un facteur altitude. Ben oui, parce que c'est après 2000 ou 2002 que tu peux commencer à sentir les effets. Oui, ça dépend. À partir de 1500, je te dirais, mètres. Là, fait il y a quand même un léger facteur altitude. C'est pas Leadville, mais... Leadville, c'est clairement plus en altitude. Hard Rock aussi. Par rapport aux souliers, si on peut finir là-dessus pour... écoute, on pourrait s'écarter. Ça pourrait durer longtemps. Je vais te chercher une bière, moi, un kombucha, puis on va jaser pendant 3 heures. Mais je pense que d'aller
dans une boutique, puis on a une belle sur portage à Hull, qui est la foulée sportive. Absolument. C'est la seule qui est vraiment boutique qu'on a spécialisée en Outaouais, là, du côté du Québec. Parce que sinon, à Ottawa, tu as d'autres. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, mais à Gatineau... C'est le fun d'encourager une boutique de ce bord ici. Oui, c'est pour ça que je n'aimerais pas ça à Ottawa. On va juste parler de la foulée. Mais au lieu, des fois, il y en a qui vont dire je vais aller dans un magasin grande surface pour ne pas les nommer, puis aller chercher un soulier là. Mais d'avoir... Parce que je me souviens, la première fois, j'ai été à Foulée. C'est quoi le nom du... le plus petit avec les lunettes, là? Martin? C'est ça, Martin? Excuse-moi, Martin, si t'écoutes ça, puis je me souviens pas de ton nom, mais je le vois tout le temps, mais des fois, tu vois quelqu'un tellement souvent que c'est rendu quasiment malaisant de demander son nom après tant de fois. Mais qui a pris le temps avec moi de me faire essayer le soulier. Tu peux courir dans le magasin un peu, il observe un peu ta foulée, il dit OK, je peux-tu te conseiller peut-être tel ou tel modèle? Puis là, on regarde pas les couleurs des souliers puis les looks. Là, on est vraiment dans le confort puis dans le... Fait que ça, j'avais été. Puis pour moi, j'ai découvert que, mettons, les Saucony Endorphine, ça fitait bien. Ben là, après ça, je peux les commander en ligne, c'est facile. Ouais. Les colorways, je peux les changer, mais au moins, je sais que tel soulier. Puis aussi, tu sais, des fois, si tu vas dans une grande surface, là, mettons que tu vas, je sais pas, chez Sport Expert, pour ne pas nommer de nom, là, ben, ils ont des modèles, mais ils n'ont pas toutes les gammes. Dans une boutique spécialisée comme Foulée Sportive, tu vas avoir une plus grande gamme de souliers. Puis si, mettons, Martin, il regarde ton truc et il dit ah, tu sais, j'ai pas tel modèle en stock, mais je pourrais commander ta grandeur. Tu as l'avantage aussi que il va probablement faire ce step-là pour t'aider. C'est ça, exactement. À trouver la chaussure qui te convient le mieux. Ouais. Non, définitivement. Puis aussi, une affaire, quelque chose qui m'avait conseillé, parce que, tu sais, faire une longue en zone 1 versus faire des intervalles, c'est pas la même foulée, le même entraînement. Fait que c'est sûr qu'il a fait sa job, m'a vendu 2 souliers. Mais quand j'ai commencé... Tu vas les user moins vite si t'en as 2. Exactement, parce que je vais faire... C'est pour ça que tu as le droit d'avoir 10 paires. Écoute, là, j'ai fait un ménage récemment, mais... Écoute, je dois avoir 25 paires de souliers. Tu sais quoi le nombre idéal de chaussures qu'un coureur devrait avoir? 8. Non. Je sais pas. C'est N plus 1, N étant le nombre que tu as déjà. Ah. C'est que tu as toujours toujours besoin d'une paire. OK, c'est bon ça. C'est bon, hein? Non, mais c'est vrai. Ça s'applique au vélo, ça s'applique au ski de fond, ça s'applique... Le nombre idéal, c'est N plus 1. N plus 1. Puis N, c'est le nombre que tu as. Ah, OK. Écoute, mais c'est ça, parce qu'il y a tout le temps un J'encourage l'hyperconsommation. Ouais, c'est ça, exact. Moi aussi, j'en ai plein des souliers. J'en ai vraiment beaucoup. Puis là, tu les gardes. Qu'est-ce que tu fais après des... Moi, je m'attache à ça. Là, j'ai fait du fais quoi avec? J'avais des souliers. Tel soulier, j'ai couru le TMB avec. Là, comme je peux pas m'en départir. Ouais. Là, il est fini. Là, il est plein de trous. Mais ça, tu le gardes. J'en avais plein des de même. Là. À un moment donné, j'en ai donné. C'est sûr qu'après... En fait, il y en a que j'ai donné, il y en a que j'ai jeté là, parce qu'ils étaient juste vraiment plus bons. Là. J'ai juste ça à corde. Là. Mais tu sais, quand tu cours des ultras, tu en fais des kilomètres d'une année. Là, des fois, je cours 3-4 000 kilomètres d'une saison. C'est une paire de souliers. Je fais peut-être 1000 kilomètres, des fois 1002. Autant que ça, des souliers de route? De trail, je cours comme 95% sur la trail, moi. Puis la trail, moi, est à 400 mètres de ma maison. Je rentre dans le parc à 400 mètres de ma maison. Ouais, je vois tes courses Strava, des fois, je suis jaloux. Tout le temps, ça. Puis si je suis le long de la promenade, je suis dans le gazon. Je ne suis pas sur l'asphalte. Fait que tu n'as pratiquement pas de souliers de route. J'en ai une paire, là, mais... Ouais. Mais je pense que le chiffre pour les souliers de route, ça va être entre 6 à 800, tout dépendamment de ton épaisseur. 6 à 800 km. Probablement. Mais tu sais, pour dire que si tu fais de l'ultra, à un moment donné, tu vas forcément utiliser une couple de paires de souliers dans ta saison. Là. Mais en trail, tu as pas mal plus de trades à utiliser. C'est juste des fois, mettons, qu'il y a eu bien de la bouette ou des roches, puis là, c'est coupant, puis il magane de ses côtés, puis il coupe. Là, ça les use plus vite. Là. Ouais. Puis anyway, tu n'attends pas 1000 km avant de t'acheter un autre paire. Là. Non. Ils ont 400-500. Il me semble commence à être magané. Ouais. Je pourrais rentrer un autre paire. Puis avoir les rouges. Ouais, c'est ça. Commencer la rotation. Là. Non, mais ouais, écoute, peut-être un 5-6 paires là, que je roule. Route et trail. Mais je pense que c'est bon aussi pour ton corps de changer de soulier de temps en temps, de l'habitude justement à autre chose. Oui. Pour ton... de toute façon, si tu cours tous les jours, j'avais entendu à quelque part, si tu as tout le temps... Mettons, tu cours le lundi avec ton soulier, tu vas avoir de l'humidité dans ton soulier. Mais là, le mardi, des fois, il a comme pas séché. Il reste un peu humide. Fait que d'alterner d'une journée à l'autre ta paire de souliers. Peut-être. Bon point, là. Je sais pas si ça peut changer. Courir d'un soulier mouillé, puis s'il y a de la terre dedans, ça frotte. Mais souvent, tu vas peut-être pas t'en rendre compte qu'il est encore humide. Ça va être peut-être comme dans la semelle. Ou, c'est comme à ce temps-ci de l'année, là, effectivement. Tu as un peu de pluie, un peu de boîte. Oui, c'est ça. Ouais.
comme pas le meilleur temps, je trouve, parce que là, les trails sont pas encore, les toutes trails, belles. là, Les paysages sont pas beaux là, en ce moment. Il n'y a pas encore de fleurs. Mais de ça m'étonne comment que les trails sont relativement sèches. Ouais. Pour la quantité de neige qu'on a eue, il y a plus là, on est 1er mai, on enregistre ça. Ouais, là, il faut dire qu'il pleut pas mal là, aujourd'hui puis hier, mais ça m'étonnait que les sentiers, ça sèche vite, sont bien drainés. J'ai pas vu beaucoup de trous de boîte non plus. Il faut faire attention là aussi pour protéger les sentiers, là, de ne pas y aller quand il y a trop de boîte, mais justement, il y en a comme pas tant que ça. Ouais. Je vois, là, c'est ça, j'ai fini mon entraînement de semaine des 15. Là, je suis comme en récup active cette semaine, fait que je risque d'aller faire mes sorties plus en trail zone 1, là, ben smooth. Je pense qu'on a couvert pas mal tous les points, là. Parler de zone 1, souliers, nutrition. T'es-tu un connaissant au niveau de la nutrition ou t'es comme Eric et tu manges des Joe Louis? Alors, je mange pas autant de junk qu'Eric, là, mais moi, je mets... Je suis pas super spécifique dans ma nutrition dans le sens que je mange mettons, je vais dans une course, je mange qu'est-ce qu'il y a là, j'ai pas besoin. Je pense que j'ai un estomac assez flexible, je suis chanceux, là, j'ai rarement des problèmes gastriques. Puis j'ai pas besoin de manger ma poudre spécifique de telle affaire. Là. Puis tu sais, quand tu cours aussi, tu vas courir outre-mer, là, ben tu traîner toutes tes affaires en Italie, c'est pas toujours facile. Moi, je peux manger pas mal n'importe quoi, puis ça passe. Puis je m'entraîne souvent à ne pas manger aussi. Là. Je vais partir des fois une couple d'heures, pas d'eau, pas de bouffe. Fait que je suis assez tolérant aussi à. Je ne ferai pas ça tout le temps, là, mais mon corps il est habitué de passer une couple d'heures sans se nourrir. Ben ça, c'est bon pour les ultras, les longues courses. Où est-ce que... je fais exprès des fois pour justement pas manger, pour me tester, pour développer cette adaptabilité-là, d'être capable de fonctionner sans apport de bouffe. Là. Ouais. Puis mettons le commun des mortels, là, le monde normal là, qui ne font pas des ultras. Courir. Ben toi, tu cours souvent plus l'après-midi, je pense. Hein? Si je regarde ton Strava, c'est souvent. Oui, ben ça dépend. Là, comme l'année de la Western States, je m'étais dit, je vais essayer de courir le plus souvent quand il fait chaud. Là. Mais ça n'avait pas été un printemps de temps chaud que ça, là, mais j'avais fait un effort pour courir. Mais je vais volontairement aussi des fois courir la nuit parce que dans des ultras, tu cours de nuit. C'est bon d'aller le faire. Puis tester ton équipement aussi, les lampes frontales que tu utilises. Puis courir tu l'as fait, tu sais, courir la nuit, c'est pas pareil. Là, courir dans un faisceau de lumière, la perception des bosses puis des trous, puis le feeling un peu d'insécurité qu'il fait noir, puis t'entends des craquements dans la forêt. C'est pas sécurisant, là. Ouais, fait que je pense qu'il faut s'habituer à ça. Il faut essayer de reproduire les conditions dans lesquelles tu vas courir quand ça va être ta course. Là. Que ce soit du chaud, du froid, du noir, du vent, des côtes, pas de côtes. Oui, c'est ça. Il ne faut pas t'arriver la journée de la course. Pareil, je ne me suis pas entraîné. Oui, c'est bon d'être un peu spécifique à ce niveau-là. Là. Moi, je cours le matin. Je ne mange pas avant de courir, à moins que je parte pour 2 heures, 2 heures et demie et plus. Là, je vais manger, mettons, mon gruau avant. Mais si je pars pour 1 heure, même 2 heures, je vais tu vois, fait que déjà, tu es à jeun depuis ton dernier repas de la veille. Fait que tu n'as déjà pas trop de. Je prends un drink mix, le Upica. Là. OK. dont je suis ambassadeur. Fait que Castleman 15, c'est le code promo. Je le plug juste là si jamais vous avez vous voulez passer une commande. Mais qui va être un 25 grammes de carbs avec des électrolytes. Puis ça pour 1 heure, 1 heure et demie, je vais être. T'en as-tu une de récup quand tu finis, là? Un drink de récup? Je vais souvent prendre une poudre de protéines NAC avec les électrolytes aussi. Mm-hmm. Puis après ça, je vais manger tout de suite. Fait que je vais boire de l'eau plate. Ouais. Mais je vais manger tout de suite. Fait que je récupère comme ça aussi. Mais... Puis quand tu vas dans la compétition, es-tu assez spécifique dans ce que tu manges? Ben là, c'est encore nouveau. Parce que, moi, j'ai fait ma première course officielle, c'était le marathon d'Ottawa. Ça fait 1 an. Uh-huh. Après ça, j'ai fait Arikana, Backyard. Fait que, j'ai pas beaucoup d'expérience de course. OK. Ça fait pas longtemps. Okay, je pense non, parce que 2020-2021, ça a été des virtuels. J'ai fait... Quand on s'est vu à Bromont, c'était... Mais c'était pas Bromont, ta course à toi, ça, tu Bromont, j'étais pacer, fait que j'avais pas participé. Fait que mon premier départ d'ultra, c'était très ambitieux au 125 de... Fait que j'étais encore en train de gager ma nutrition, puis je pense que ça va être... l'ultra, c'est une game de nutrition aussi. Hein, absolument. Fait que là, j'étais encore en train de trouver... mais je pense que il faut moins que je... tu sais, mettons, à Backyard qu'on a fait à Cantley, j'ai DNF à cause de
Ton estomac. Mal de cœur, l'estomac. Puis j'avais mangé un peu j'avais mangé tout ce qu'il y avait dans la tente. C'est toutes des affaires que je mange habituellement. Je n'essaierais pas quelque chose que je ne mange pas dans mon quotidien pendant une course. Uh-huh. Mais là, j'avais mangé un paquet d'affaires puis une affaire qui n'a pas passé. Fait que peut-être d'être plus restreint dans mon type de... Ouais, c'est ça, c'est de laisser-erreur. Puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi ne marche pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Là. Mais pour quelqu'un qui va aller courir 1 heure le matin, je pense que d'avoir une source d'énergie, que ce soit un drink mix ou un fruit ou quelque chose, là, ça peut... surtout quand il fait chaud de même. Là. Ouais, la chaleur, ça fait qu'on digère. Puis tu sais, plus tu vas courir court, en fait, plus tu vas aller vite, plus tu vas courir vite, plus c'est dur de digérer. Parce qu'à un moment donné, pour digérer, il faut qu'il y ait du sang dans ton système digestif. Ouais. Si tu es en train de courir en intervalle, ben, ton sang va être principalement dans tes muscles. Ouais. Puis là, la digestion est ralentie. Puis là, tu manges, puis ça passe pas. Dans un ultra qui dure, je sais pas moi, 20 heures, 25 heures, ben forcément, tu cours moins vite que si tu cours un marathon. Fait que tu es plus disponible à digérer. Ouais. Là. Ça aussi, tu vois, les ravitaux, où est-ce que tu peux arrêter, tu peux marcher. Ou tu sais, dans un long ultra sur plusieurs jours, souvent, on va manger avant de dormir. Parce que tu manges un gros repas, puis anyway, tu vas dormir 1 heure après, ben tu as le temps déjà d'en digérer une partie pendant ton sommeil. Là. C'est une stratégie à faire. Là. C'est pour ça, dans le marathon, ça va être des gels de sirop d'érable. Il n'y aura pas vraiment... Le sirop d'érable, ça passe plus facile. Ouais. Il y a moins de... Le processus de digestion est plus... Oui, exactement. Ouais. Super intéressant. Merci, Richard, de t'être prêté au jeu. D'être venu. Je sais que je ne t'ai pas tordu un bras pour venir parler de course. Ça n'a pas été compliqué. Mais je pense que ça va être un épisode intéressant pour les coureurs qui... Surtout peut-être les nouveaux coureurs. On a touché quand même une couple de bonnes bases. Puis courez pas trop vite. N'essayez pas de battre des records. Un pas à la fois. Oui, un pas à la fois. Ben, tu sais, puis je le vivais quand je faisais de la musculation, tu ne testes pas ton one rep max à toutes les semaines. Hein? Tu fais ça 2-3 fois par année, peut-être, d'aller vraiment pousser au Sinon, max. Sinon, tu n'auras pas ton max anyway. Ben non, c'est ça, faut que tu t'entraînes. Tu sais, je pense que dans le domaine des ultras, clairement, là, des 10 dernières années là, au Québec, c'est fou comment il y a un engouement. Il y a bien plus de monde qui en font, il y a bien plus. On est rendu avec plusieurs courses de 100 000 au Québec. Là. Il y en a un QMT, il y en a un à Bromont. Gaspésia. À Gaspésie. Moi, j'ai déjà fait celui, c'est un défunt, mais Ultra Trail du Mont-Albert. L'offre est là, puis c'est facile de s'embarquer là-dedans, puis ça devient un peu comme, je pense, pour bien des coureurs de trail, courir le 100 000, c'est comme le Saint Graal. Mais c'est pas nécessaire. Je te dis ça. Là, moi aussi, là, quand je t'ai embarqué là-dedans, je voulais faire l'UTMB. Là, mais je pense pas que c'est nécessaire de faire ça. Puis pas dans la première année non plus. Là, je pense qu'il faut trouver son plaisir à faire ça. Puis graduellement. Je pense que c'est beaucoup plus accessible qu'on peut le penser. Là. Je pense que courir un 100 000, c'est accessible quand même à beaucoup de monde. Là. Tout est une question de préparation. Puis quand tu vas là, un peu comme dans des Ironman, là, tu regardes, il y a toutes sortes de monde. Là. Les 50 premiers là, sont tous top shape, là, mais dans les autres, en arrière, il y a des mononcles, des matantes, là, des petits gros, des grands minces, toutes sortes de monde. Du monde que tu croiserais sur la rue que tu ne penserais jamais qu'ils font l'Ironman ou qu'ils font 100 000, puis ils le font. Ils sont préparés adéquatement, ils ont pris le temps de se préparer à ça, puis ils le font à leur rythme. Fait que, dans ce sens-là, je pense que c'est accessible à beaucoup de monde, mais c'est loin d'être une obligation, puis je pense que ça vaut la peine de prendre le temps pour se rendre là. Puis si tu fais tout dans les premières années, ben après ça... Tu ne te gardes plus rien après. Oui, c'est ça. Puis là, on parle des 100 000, mais à chaque année, il y a une gang qui sort une autre affaire là, qui n'a plus de bon sens. Là, c'est des 200 000. Là, j'ai 2 amis là, qui arrivent le Corso de Cyclopie en Italie. Là, c'est 515 km. En Éthiopie? En Italie. En Italie. C'est une boucle sur l'île de... Où est-ce qu'il y a l'Etna, la Sicile. OK. 550 km, là. 515. Puis là, tu vois, aujourd'hui ou demain que ça part à Cocodona. Cocodona, c'est 250 miles. 250 miles. Quand même. Fait que c'est 400 kilos. Steph Simpson, elle l'a fait l'année passée. Exactement. Stéphanie a fait toute une course. Fait que tu sais, des courses de même, ils commencent à en avoir plus. Là. Le monde, ils disent 200 miles is the new 100. Là. C'est où que ça finit? T'sais? Imagine, dans comme 20 ans, ça va être... Mais c'est fou que parce que le corps humain est capable de faire ça. Là. On disait 100 km ou 100 miles, ça n'a pas rapport. Mais là, on dirait quand tu commences, puis je suis loin d'être rendu à un 100 miles, mais quoique peut-être à Kakuna cet été, on va faire le 24 heures. Peut-être, dès que tu fais 24 heures dans un backer. Exact. Là, je me suis mis comme objectif
je me suis dit, parce que Mike Gaudreau qui avait gagné l'année passée, il s'est dit, moi, je me suis mis 75 boucles comme objectif, en sachant que je ne l'atteindrais pas. Mais il dit, si je me mets, mettons, 24 heures, il y a quelque chose de psychologique quand tu dis, OK, à 24 heures, je veux juste faire ça, ben c'est sûr que ton 25e tour, il va être... On pourrait faire une émission juste sur un podcast juste sur les backyards, mais c'est vraiment des courses tripantes à faire pour toutes sortes de raisons, comme on s'en parlait tantôt. Tout le monde se voit à chaque tour. Ouais. Mais en même temps, le challenge, c'est qu'il n'y a pas de fin à ça. Comme si tu fais un marathon, ben tu sais que c'est 42, puis à un moment donné, tu trouves ça tough, mais tu sais qu'il y a une ligne que tu vas croiser, puis c'est fini. Tu n'as pas ça à backyard. Non. C'est ça qui est dur, c'est qu'à chaque tour, je suis plus capable. On va en faire un autre. Là, tu es à 92, tu dis, OK, 2 tours, puis je frappe 100 km. Puis tu regardes les backyards, c'est relativement nouveau dans le monde des courses, puis le record du monde, il tombe à chaque année. Il y a 5 ans, le record, c'était probablement, je vais dire un chiffre à peu près, là, mais c'était genre 65 boucles. Là, puis là, on est rendu à 100. Il y a des gens qui ont 102. Ça fait qu'il y a des gens qui développent des méthodes, des techniques, des stratégies, de la nutrition spécifique à ça. Là. Il y a du monde qui s'entraîne spécifiquement pour ça. Fait que là, on développe un autre chemin, qui est une autre direction à prendre. Là. Ah, complètement. Puis, je me souviens, quand on l'a fait à Cantley l'année passée, on courait avec, tu sais, d'Antoine, le jeune, 16 ans. Antoine, oui. Pas, non, pas Antonin. À côté de toi. Est-ce que c'est Antonin? Antoine, il est à côté de toi. Là. Ben oui, Antoine, c'est le fils à un de mes amis. Fait mon ami et sa blonde, il faisait la crew pour moi puis Antoine. Puis Antoine, il a 16 ans. C'est un gars de cross-country. C'est un gars de vitesse. C'est un jeune, tu sais. Puis on s'entend que les ultramarathons, c'est pas un sport d'ados et de jeunes adultes. Là. C'est souvent comme trentaine, quarantaine que ça se développe. Puis super performance. Antoine, il a fait 11 tours. Non, je me rappelle, c'était impressionnant. Puis en donnant, on courait, c'est quoi? C'est la 8e boucle, 7e boucle. Je disais, hey man, tu réalises-tu que tu viens de faire un marathon? Là? Je checkais, tu viens de faire un marathon, puis là, écoute, c'est fou le feeling. C'est sûr que ça a pris 6 heures, là, mais regarde, mais quand même, il a fait la distance quand même. Marathon. Exact, puis il a continué, finalement 11 tours. Fait que, je pense que pour aller tester sa limite, pour aller avoir des records dans des pierres de kilomètres, c'est un bon. Une bonne façon. Tu côtoies plein d'autres mondes là-dedans. Là, tu côtoies du monde. Eric qui était là, Stéphanie était là. Fait que tu côtoies du monde qui sont dans les meilleurs au monde là-dedans. Ben oui. Tu apprends aussi, tu regardes faire, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs pieds, qu'est-ce qu'ils font dans les repos, ils se mastuent, ils dorment dessus. Ouais. Ah non, puis la communauté qui se crée pendant la course. C'est comme un village gaulois, là, c'est super cool. Là. Ouais, ça c'est cool. Écoute, on pourrait continuer encore des heures, mais on va couper ça. Là, on va aller souper. Oui, c'est ça, on va aller souper. Merci beaucoup, Rick, d'avoir participé. Écoute, le plaisir était pour moi, Stéphane, n'importe quand. Puis on se recroise bientôt dans les sentiers. Yes, bonne saison de course, tout le monde. On va te voir à Backyard. Oh yes, on va être là. 75 tours. C'est ça. Salut tout le monde. Bye.